C'était un accident de voiture. Rien de particulièrement remarquable, mais néanmoins fatal. Vous avez laissé un homme et 2 enfants. Ce fut une mort indolore. Les médecins ont fait de leur mieux pour vous sauver, mais en vain. Votre corps était tellement brisé que c'est mieux ainsi, croyez-moi. Et c'est là que tu m'as rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Tu es morte. Il y avait un camion et il dérapait et... Ouais. Je suis morte? Ouais, mais ne t'inquiète pas. Tout le monde meurt. Tu as regardé autour de toi. Il n'y avait que le néant. Juste toi et moi. Quel est cet endroit? Est-ce la vie après la mort? Plus ou moins. Êtes-vous Dieu? Ouais, je suis Dieu. Mes enfants, mon mari, est-ce qu'ils vont bien? C'est ce que j'aime voir. Vous venez de mourir, et votre principale préoccupation est pour votre famille. C'est tellement adorable. Tu m'as regardé avec fascination. Pour toi, je ne ressemblais pas à Dieu. Je ressemblais juste à un homme, une figure de vague autorité, plus à un professeur de lycée que le Tout-Puissant. Ne t'inquiète pas, ils vont bien. Tes enfants se souviendront de toi comme parfaite en tout point. Ils n'ont pas eu le temps de te mépriser. Ton homme pleurera à l'extérieur, mais sera secrètement soulagé. Pour être juste, votre mariage s'effondrait. Si tu veux être rassuré, il se sentira très coupable de se sentir soulagé. Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dois-je aller au paradis ou en enfer ou quelque chose comme ça? Ni l'un ni l'autre, tu seras réincarné. Ah, les hindous avaient donc raison. Toutes les religions ont raison à leur manière. Viens, marche avec moi. Tu m'as suivi pendant que nous nous promenions dans le vide. Où allons-nous? Nulle part en particulier. C'est juste agréable de marcher pendant que nous parlons. Mais à quoi ça sert alors? Quand je renaîtrai, je serai juste une ardoise vierge, non? Un bébé. Donc toutes mes expériences et tout ce que j'ai fait dans cette vie n'auront aucune importance. Pas vraiment. Tu as en toi les connaissances et les expériences de toutes tes vies passées. Tu ne te souviens tout simplement pas d'elles en ce moment. J'ai arrêté de marcher et je t'ai pris par les épaules. Ton âme est plus magnifique, plus belle et plus gigantesque que tu ne peux l'imaginer. Un esprit humain ne peut contenir qu'une fraction de ce que tu es. C'est comme enfoncer ton doigt dans un verre d'eau pour voir s'il est chaud ou froid. Tu mets une toute petite partie de toi dans le vaisseau, et quand tu le sors, tu as acquis toutes les expériences qu'il a eues. Tu es un être humain depuis 34 ans. Tu ne t'es donc pas encore étendu, et tu n'as pas ressenti le reste de ton immense conscience. Si nous restions plus longtemps, ici, tu commencerais à te souvenir de tout. Mais ça ne sert à rien de faire ça, entre chaque vie. Combien de fois ai-je été réincarné alors? Oh, beaucoup. Des tas et des tas. Et dans de nombreuses vies différentes. Et cette fois-ci, tu seras une paysanne chinoise, en 540 après Jésus-Christ. Attendez, quoi? Vous me renvoyez dans le temps? Eh bien, je suppose que oui, techniquement. Le temps, comme tu le sais, n'existe que dans ton univers. Les choses sont différentes là d'où je viens. D'où venez-vous? Je viens de quelque part, ailleurs. Et il y en a d'autres comme moi. Je sais que tu voudras savoir à quoi ça ressemble, mais honnêtement, tu ne comprendras pas. Oh, mais attendez, si je me réincarne dans d'autres endroits dans le temps, aurais-je pu interagir avec moi-même à un moment donné? Bien sûr, ça arrive tout le temps. Et comme les 2 vies ne sont conscientes que de leur propre vie, vous ne savez même pas que cela se produit. Mais quel est l'intérêt de tout cela alors? Sérieusement, tu me demandes le sens de la vie. C'est pas un peu cliché? Eh bien, c'est une question raisonnable. Le sens de la vie, la raison pour laquelle j'ai créé tout cet univers, c'est pour toi. Vous voulez dire l'humanité? Non, juste toi. J'ai fait tout cet univers pour toi. Avec chaque nouvelle vie, tu grandis et mûris, et tu deviens un intellect de plus en plus grand. Juste moi? Et les autres? Il n'y a personne d'autre. Dans cet univers, il n'y a que toi et moi. Mais tous les gens sur Terre? Ils sont tous toi, des différentes incarnations de toi. Attendez, je suis tout le monde? Maintenant tu sembles comprendre. Je suis tous les humains qui n'ont jamais vécu. Ou qui ne vivra jamais, oui. Je suis Abraham Lincoln. Et tu es son assassin aussi. Je suis Hitler. Et les millions qu'il a tués. Je suis Jésus. Et tous ceux qui l'ont suivi. Tu t'es tu, le visage plein de réflexion. Chaque fois que tu as agressé quelqu'un, tu t'es victimisé toi-même. Chaque acte de gentillesse que tu as fait, tu te l'es fait à toi-même. Chaque moment heureux et triste jamais vécu par un humain a été, ou sera, vécu par toi. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça?
Parce qu'un jour, tu deviendras comme moi. Parce que tu es ce que tu es. Tu es l'un des miens. Tu es un fœtus. Tu grandis encore. Et une fois que tu auras vécu chaque vie humaine à travers le temps, tu auras suffisamment grandi pour naître. Donc l'univers entier, c'est juste... Un œuf en quelque sorte. Maintenant, il est temps pour toi de passer à ta prochaine vie. Et avec cela, je t'ai envoyé sur ton nouveau chemin. Vous connaissez sans doute les emojis. Vous savez, ces petites icônes que beaucoup utilisent lors de leurs conversations écrites. Il en existe de toutes sortes. Les emojis qui rient, les emojis qui pleurent, les emojis qui applaudissent, des emojis qui rougissent, et des centaines d'autres encore. Mais il y en a un qui est extrêmement dangereux. Moi, je vais vous parler de l'emoji qui sourit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. C'était il y a 4 ans. Un jeune homme a été retrouvé mort dans sa chambre. Selon sa petite amie, ce dernier avait un comportement bizarre quelque temps auparavant. D'après elle, son petit ami était toujours sur l'ordinateur et sur son téléphone. Il disait communiquer avec un ami. Linda, sa petite amie, au début ne disait rien. Elle avait peur qu'il lui fasse des reproches. Donc, elle le laissait être sur son téléphone toute la journée. Mais au fil des semaines, elle s'est aperçue que le comportement de Maximilien, le petit ami, était de plus en plus étrange. En effet, celui-ci ne disait plus un mot à Linda. Un jour, Linda en a eu marre. Elle a pris le téléphone des mains de Maximilien et elle a fouillé dedans. Ce qu'elle a vu l'a terrifiée. Elle aurait vraiment préféré tomber sur des messages avec une potentielle maîtresse. Au lieu de ça, elle a vu une conversation plus que bizarre avec un inconnu. Elle explique qu'il n'y avait pas vraiment de conversation. Il était sur un groupe Discord où il y avait des milliers d'abonnés. Et sur le chat, il n'y avait aucun message textuel. Enfin, pas comme on l'entend. Les membres discutaient avec un seul emoji, celui qui sourit. Il y avait des milliers de messages avec juste cet emoji qui semblait nous fixer et nous sourire de son sourire malsain. Elle a fait défiler la conversation. Elle voyait que Maximilien postait cet emoji environ une 50aine de fois par minute. Et ce, depuis 2 mois. D'ailleurs, il n'y avait pas que lui qui le faisait. Presque tous les membres faisaient exactement la même chose. En pleine incompréhension, elle a essayé d'avoir des réponses de la part de Maximilien. Mais celui-ci n'a pas répondu à cette question. Il s'est juste énervé, il s'est levé, puis a essayé d'arracher le téléphone des mains de Linda. Alors qu'il voyait que Linda ne lâchait pas, il a pris l'objet qui se trouvait le plus proche de lui, un vase. Puis il a essayé de le lancer sur Linda. Celle-ci s'est baissée de justesse. Elle a pris peur et elle a décidé de s'enfuir de l'appartement. Elle est partie chez sa mère, lui expliquant la situation. Sa mère l'a invitée à rester chez elle, le temps qu'elle voulait. Linda ne voulait plus avoir de nouvelles de Maximilien. Celui-ci avait été violent et elle avait peur qu'il recommence. De plus, le comportement qu'il avait eu ces derniers temps ne lui convenait plus. En effet, il était toujours en colère et s'enfermait dans la salle de bain tous les jours, pendant de longues heures. Quand il faisait ça, Linda l'a écouté pour voir s'il ne téléphonait pas. Mais non, il n'y avait absolument aucun bruit dans la pièce. Elle en avait tellement eu marre et elle était tellement curieuse qu'à un moment, elle voulait vraiment savoir ce que Maximilien faisait dans cette pièce. Elle a donc commandé une mini-caméra qu'elle a cachée dans ses affaires. Quand Maximilien était entré dans la salle de bain ce jour-là, Linda était heureuse. Elle allait enfin découvrir ce que Maximilien faisait en cachette dans la salle de bain pendant tout ce temps. Quand elle a été récupérée à la caméra le soir même, elle a attendu que Maximilien dorme pour aller vérifier le contenu de la caméra. Quand elle a vu ce qu'il y avait, elle s'est mise à pleurer. Maximilien était debout face au miroir, nu, et souriait bêtement, d'un simple sourire, sans bouger. Il fixait du regard son reflet et souriait. Il faisait ça durant plusieurs heures de suite. Linda, qui ne voulait pas y croire, a avancé la vidéo, mais rien ne changeait. Il était bel et bien immobile devant le miroir, à sourire bêtement pendant plusieurs heures. Linda ne savait pas quoi en penser, et elle ne pouvait pas lui en parler, vu qu'elle n'était pas censée être au courant de ça. Donc, elle ne lui avait rien dit, et à chaque fois qu'il allait dans la salle de bain, elle savait maintenant ce qu'il y faisait, et ça lui faisait peur. Elle n'en avait parlé à personne. Elle se disait qu'à force, il arrêterait ça, et elle avait essayé de ne plus y penser. Puis un jour, en sortant de la salle de bain,
Celui-ci avait du sang qui coulait de sa bouche. Linda s'est précipitée sur lui demandant ce qui lui arrivait. Mais il lui a répondu d'une voix froide que c'était ses affaires et qu'elle ne devait pas se mêler de ça. À ce moment, Linda commençait à se poser la question de savoir si elle devait rester en couple avec lui. L'histoire du vase et du téléphone n'étant pas encore arrivée. Mais elle se dit encore une fois qu'elle l'aimait et qu'il n'avait pas été toujours comme ça. Il avait été un merveilleux petit ami il y a encore très peu de temps. Que son attitude bizarre lui est venue depuis qu'il était sans cesse sur son téléphone. Plus les jours avançaient, plus il devenait silencieux et ne faisait rien d'autre que de tapoter sur son téléphone. Il n'allait plus au travail, ne répondait plus à ses appels, ses lettres, il ne prenait plus soin de lui, ne prenait plus de douche. Il restait assis sur une chaise dans la cuisine toute la journée et allait plusieurs heures dans la salle de bain. Il n'adressait plus la parole à Linda, sauf en de très rares occasions, et pour répondre à des questions. Il répondait d'une voix énervée et brèvement. Il ne touchait plus Linda, ne l'embrassait plus, ne lui faisait plus l'amour. Et ce, malgré les nombreuses tentatives de Linda de le séduire. Elle lui avait même dit de lui faire des choses qu'elle savait qu'il aimait, mais sans succès. C'est à ce moment que l'idée de la maîtresse était entrée dans son esprit, et peu de temps après qu'il y a eu la dispute pour le téléphone. La mère de Linda lui disait qu'il ne fallait plus que Linda s'approche de ce type, qu'il avait l'air fou, et que s'il avait commencé à lever la main sur elle, il allait sans doute recommencer. Linda le savait bien sûr. Elle ne voulait pas revenir vers lui. Mais son cœur était d'un autre avis. Elle l'aimait encore un peu. Elle avait en tête les souvenirs de l'ancien Maximilien, celui qui la faisait rire, celui qui l'embrassait, celui qui lui promettait monts et merveilles, celui qui la trouvait magnifique, bref, celui avec qui elle voulait finir sa vie. Donc elle était un peu perdue. Elle ne voulait plus de nouvelles de lui, mais après quelques jours chez sa mère, elle avait besoin de savoir si Maximilien allait bien. Elle regardait très souvent son téléphone avec le mince espoir d'avoir un petit message, mais rien. Elle regardait ses réseaux sociaux, et il ne postait rien non plus. Un jour, elle a décidé de l'appeler, et il avait décroché. Il était en pleurs au téléphone. Il ne disait que des choses incompréhensibles, à propos d'emoji, de sourires forcés, de personnes armées, de Darknet. Il disait qu'il devait sourire, que s'il ne souriait pas, il mourrait. C'était un challenge, et il l'avait tenté. Linda ne savait pas quoi en penser. Il avait l'air vraiment perdu. Elle pouvait entendre le son de sa voix déformée par les pleurs. Mais elle se disait qu'il était en plein délire. Après l'avoir rassuré comme elle a pu, elle a raccroché et s'est mise à faire des recherches sur l'emoji challenge. Mais elle n'a rien trouvé. Vraiment rien. Pas même une simple phrase qui l'évoquait dans un forum. Elle était à la fois rassurée et paniquée. Rassurée parce qu'il ne courait pas de danger avec de quelconque personne dangereuse, bien qu'elle s'en doutait. Mais paniquée parce que l'état mental de Maximilien empirait, et qu'il devait sans doute se faire aider par un spécialiste. Elle a donc décidé de se rendre chez lui 2 jours après. Son appartement était en désordre. Tous les meubles étaient renversés, les vitres étaient brisées. Il y avait des gros gribouillages en forme d'emoji qui sourient sur les murs, ainsi que de l'excrément étalé partout. La maison sentait extrêmement mauvais. Linda en avait des nausées. Alors qu'elle marchait doucement dans le désordre, une main couvrant son nez et sa bouche, elle a remarqué une flaque de sang à l'entrée de la chambre, où ils avaient passé beaucoup d'heures ensemble. Son cœur a fait un immense bond à ce moment-là. Avant d'aller voir, elle a appelé à haute voix Maximilien, mais elle n'a eu aucune réponse en retour. Pleine d'appréhension, elle a avancé vers la chambre et elle a poussé un hurlement d'horreur. Maximilien était pendu au plafond de la chambre, une mare de sang sous lui. Partout sur les murs de la chambre, il y avait le dessin de l'emoji qui sourit, mais éclaboussé par le sang de Maximilien, comme si quelqu'un avait trempé un pinceau dans le sang et avait tout lancé sur les murs. Le lit était en désordre aussi. Le matelas avait été poignardé. Mais le pire, c'était Maximilien. Il était nu. Ses pieds et mains avaient été coupés. Probablement par la tronçonneuse qui se trouvait à terre et qui était pleine de sang. Par contre, il n'y avait pas ses pieds et mains dans la chambre. Ses parties génitales avaient été également sectionnées. Et pareil, aucune trace dans la chambre. Sur son torse avait été gravé un grand emoji qui sourit. Et sur son visage, ses yeux avaient été retirés, ses paupières arrachées, ce qui lui faisait de gros trous sanglants. Son nez avait été coupé, et le coin de ses lèvres avait été coupé de manière à faire un très grand sourire. Linda a hurlé et s'est précipitée hors de la chambre. Sauf que dans la pièce d'à côté, elle a vu 2 personnes, habillées tout en noir, avec un masque en forme d'emoji, mais taché de sang. L'emoji était celui qui souriait. Mais la bouche avait été cousue, et les yeux également. Quand ils l'ont vu,
Ils ont mis un doigt devant la bouche du masque et sont partis de l'appartement en marchant tranquillement. Alors que Linda restait là, sans rien faire, tétanisée par la peur. Son cœur allait exploser. Elle n'osait pas bouger. Elle se demandait si ces personnes allaient revenir. Mais au bout d'une dizaine de minutes comme ça, elle s'est décidée à bouger. Elle n'a pas couru. Elle a marché doucement et a regardé discrètement dans le couloir si quelqu'un était là. Mais il n'y avait personne. Elle s'est donc dépêchée d'aller à sa voiture. Une fois dedans, elle a appelé la police pour leur expliquer. La police n'a jamais retrouvé les assassins. Ils ont questionné Linda pendant de longues heures, car pour eux, elle était la principale suspecte dans cette affaire épouvantable. Elle avait dit tout ce qu'elle savait à propos de ce challenge, c'est-à-dire rien, à part le nom, ce qui n'a absolument pas aidé la police à résoudre l'affaire. Chez sa mère, elle faisait des recherches elle-même sur ce challenge, et à force de persévérance, elle a réussi à contacter une jeune femme qui faisait ce challenge actuellement. Elle l'avait trouvée sur Instagram où elle postait des emojis en post très régulièrement. Elle disait que normalement, elle n'avait pas le droit d'en parler, mais elle s'en fichait. Pour elle, ce n'était qu'un jeu stupide comme des milliers d'autres, et ça l'amusait de faire ce challenge. Elle lui a expliqué qu'il fallait être invité sur un serveur Discord. Les organisateurs lui disaient en MP ce qu'elle devait faire. Par exemple, dessiner l'emoji qui sourit sur ses cahiers d'école ou copies d'interrogation, sur les murs de sa maison, sur la voiture des parents si on est mineur ou même majeur. D'après elle, certaines personnes devaient se mettre devant leur miroir et sourire pendant des heures et se filmer. Pour d'autres, c'était de se faire des tatouages. Bref, des tas de choses drôles selon elle. Elle avait dû dessiner l'emoji à la place du visage de son père sur toutes les photos chez elle. Et là, elle était en train de faire le deuxième défi. Poster sur Instagram, tous les jours, à la même heure, l'emoji qui sourit. Elle a également dit que tous les jours, sur le serveur Discord, quand les organisateurs disaient le mot Go, tous les participants devaient poster le plus vite possible l'emoji. Le dernier qui postait quand les organisateurs disaient stop avait une sanction, mais elle ne savait pas de quoi il s'agissait. D'après les rumeurs, certains parlaient de ban définitif du serveur, d'autres de piratage de données, et d'autres fous, selon elle, de meurtre. Linda voulait en savoir plus sur cette affaire, mais la jeune femme ne répondait plus aux messages, ce qui laissait supposer que soit elle avait reçu un ordre, soit elle s'était faite tuer. Linda avait tout dit à la police, mais encore une fois, elle n'avait aucune preuve. Les conversations avaient été supprimées. Si on vous invite sur un serveur Discord bizarre, faites attention, et par prudence, n'utilisez plus ces emojis. Avant toute chose, je m'appelle Emma. Cette histoire s'est déroulée il y a maintenant quelques années lorsque j'entrais dans une école d'art. L'une des meilleures de France. Elle était située au cœur de Paris. J'avais toujours adoré dessiner, de si loin que je me rappelle. Mais je n'avais jamais pris un seul cours. D'après mon entourage, je n'en avais pas besoin. J'étais douée et ils avaient raison. Quand j'ai appris que mon dossier avait été accepté, j'ai bondi de joie. C'était le plus beau jour de mon existence. Du moins, je le pensais. En réalité, il allait s'agir du pire. Il marquerait le début d'une longue descente aux enfers. Les premiers mois, j'étais ravie de mon école. J'avais des cours passionnants, des professeurs fantastiques et des amis géniaux. Moi, Lucie et Romain étions un trio inséparable. Et heureusement, car il y avait beaucoup de clans dans notre promotion. Nous étions une trentaine d'élèves, mais dès la première semaine, des groupes se sont rapidement formés. L'un d'entre eux en particulier attirait l'attention de tout le monde. Il s'agissait de 4 garçons qui se connaissaient depuis des années, si proches les uns des autres qu'ils se considéraient comme des frères. Ils avaient même un tatouage en commun. Un V stylisé tatoué dans le creux de leur poignet. Je n'aimais pas trop ces types. Maxence, leur leader, était froid et misogyne. Il aimait critiquer les filles, mais aussi leur faire des avances, à tel point que certaines s'étaient plaintes à la direction. Son bras droit, Théophile, n'en ratait jamais une pour le faire rire. Il m'avait prise en grippe sans raison depuis le début de l'année. Pour cela, nous nous détestions. Les 2 derniers lascars de ce quatuor infernal, Gabriel et Joachim, se montraient plus discrets. Ils étaient globalement appréciés par les autres. Mais Joachim me mettait mal à l'aise. Son humour très noir avait quelque chose de désagréable. Une fois, quand je lui avais demandé ce qu'il avait fait ce week-end, il m'avait répondu qu'il avait passé son samedi après-midi à étrangler des bébés chats. Selon lui, il les avait ensuite décapités et empaillés. J'en avais conclu qu'il ne voulait simplement pas répondre à ma question et était passé à autre chose.
Et Joachim n'était pas le seul à agir bizarrement. J'avais remarqué que plusieurs professeurs prenaient des sujets de cours assez atypiques. Par exemple, en art plastique, nous avions dû imaginer quel objet pourrait se trouver à l'intérieur d'un cercueil et les peindre ensuite. Les autres étudiants devaient ensuite deviner quel genre de personne y avait été enterrée et ce que signifiaient ces objets pour elles. Ensuite, en cours de littérature, notre enseignant, M. Dupont, nous avait fait travailler sur les tueurs en série pendant plusieurs séances. Ainsi, il nous avait décrit avec précision comment Jack l'Éventreur avait abusé, torturé, puis démembré chacune de ses victimes. Des filles étaient sorties de son cours en pleurs, mais M. Dupont s'en fichait. Il disait qu'il adorait voir nos têtes lorsqu'il nous racontait tous ces détails macabres. Sa seconde passion, et pas des moindres, étaient les théories du complot. Que cela soit les francs-maçons, les Illuminati ou les projets MK-Ultra, M. Dupont pouvait nous en parler durant des heures. Un de nos autres professeurs, M. Petit, autorisait les étudiants à consommer de la drogue durant son cours. Il prétendait que cela améliorait notre créativité et permettait à l'artiste qui sommeillait en nous de se dévoiler davantage. Je n'y ai jamais touché. Je n'en ai jamais parlé, pas même à mes parents. La direction de l'école était parfaitement au courant de ce genre de pratique et ne semblait pas s'en préoccuper. En fait, tout le monde à part moi et Romain semblait trouver cela normal. Au début, ce genre de fait était anecdotique. Mais il devenait de plus en plus fréquent à fur et à mesure que l'année avançait. Cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais j'étais tellement concentrée sur mes cours que j'ai fini par ne plus y prêter attention. J'étais dans mon monde, dans ma bulle. Un matin de décembre, Lucie n'est pas revenue en cours. Ensuite, 7 autres étudiants déclarèrent forfait. Ne supportant plus le rythme difficile ou la mauvaise ambiance de l'école, je n'entendis plus jamais parler d'eux. Le premier semestre se termina et j'obtins les félicitations du conseil de classe. Les mois passèrent, puis celui de mars arriva. Un jour, Maxence posta sur Facebook une invitation pour se rendre à une soirée chez lui. J'ai d'abord refusé de m'y rendre. Puis j'ai fini par accepter, quand j'ai vu qu'il n'arrêtait pas tant que je ne viendrais pas. Qu'avais-je à perdre? Ce n'était qu'une soirée. Romain me déconseilla d'y aller, mais j'ai haussé les épaules face à son inquiétude. La moitié de la classe s'y rendrait, et puis, cela faisait depuis bien longtemps que je ne m'étais pas amusée. J'avais besoin de me changer les idées, même si cela impliquait de devoir supporter Maxence plus que nécessaire. Si je pouvais revenir en arrière, j'écouterais Romain. Mais je ne l'ai pas fait, et je l'ai regretté. Une fois rentrée de cours, j'ai fait une sieste à la maison. Lorsque je me suis réveillée, je n'étais plus chez moi. J'étais sanglée à une table d'opération, sans la moindre petite idée de la façon dont je m'étais retrouvée ici. On m'avait attaché les mains, puis le cou et même scotché la bouche. Une lumière vive m'aveuglait. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Je me sentais oppressée, observée. Je ne voyais pas ce qu'il se passait autour de moi, mais je devinais des silhouettes de chaque côté de la table. Je crus discerner le miaulement étouffé d'un chat. Aussitôt, les blagues macabres de Joachim sur le sujet me revinrent en mémoire. Surpris, je reconnus la voix de M. Dupont. J'étais en plein cauchemar. Il s'agissait de la seule explication possible, et ce, même si je sentais la froideur de la table contre ma peau, que mes yeux me piquaient à cause de la lampe braquée sur moi. Il posa une main chaude sur mon front, puis repoussa la lampe. Quand il remonta sa manche, je remarquai qu'il avait le même tatouage que Joachim et les autres. Que venait-il se passer? Le visage de M. Dupont était à quelques centimètres du mien. Puis il se détourna et je pus distinguer les personnes qui se trouvaient autour de moi, ainsi que le lieu. J'étais dans une sorte de cave. En tournant la tête tant bien que mal, je vis un damier noir et blanc sur le sol. Des bougies étaient surlevées sur des tables et des chaises. Une dizaine d'autres personnes se tenaient dans le fond de la pièce, mais je n'y prêtais aucune attention. Joachim, Maxence, Théophile et Gabriel se tenaient côte à côte à ma droite. À ma gauche, il y avait 3 autres filles. La petite amie de Gabriel et 2 autres que je ne connaissais pas. « Emma, réveille-toi maintenant, réveille-toi » me répétais-je en boucle sans toutefois y parvenir. Hélas, je ne me réveillais pas. Monsieur Dupont me dévisageait toujours avec un sourire mauvais sur les lèvres. Un homme lui donnait un petit chat noir et blanc, celui que j'avais entendu miauler, et Monsieur Dupont le passa à Joachim. Sans sourciller, le garçon lui trancha la gorge. L'animal n'eut même pas le temps de se défendre. Enfin, Joachim détacha la tête du corps, fracassant celle-ci par terre dans un bruit épouvantable. Trempa ses doigts à l'endroit où aurait dû se trouver son cou.
J'étais incapable de regarder ailleurs. Il semblait avoir fait cela des centaines de fois. Avec un hoquet d'horreur, je le vis tendre sa main pleine de sang vers mon visage. Il dessina quelque chose sur mon front avec ce liquide chaud et poisseux, psalmodiant des paroles incompréhensibles. Puis, à l'aide d'un crucifix tenu à l'envers, il me fit le signe de croix. J'avais envie de vomir. J'espérais que cela prenne fin, mais Joachim n'en avait pas terminé avec moi. Monsieur Dupont lui prit le cadavre de l'animal, l'échangeant contre un immense couteau de boucher. Joachim le saisit sans me jeter un seul regard. Il allait me tuer, j'en avais la certitude. Très calmement, Joachim déboutonna mon jean et passa sa main à l'intérieur. La suite est très floue. Je me rappelle juste qu'il caressait ma peau nue avec la lame sous mes vêtements. J'étais terrifiée, hystérique, je ne pouvais plus bouger. Parfois, la pointe du couteau transperçait ma chair, mais pas suffisamment pour qu'elle me saigne. Je manquais de m'étouffer avec mon propre vomi. Lorsque M. Dupont s'en aperçut, il enleva mon scotch, tout en pointant un revolver contre ma tempe pour s'assurer que je me taise. J'étais prise au piège. À côté de lui, Maxence trépignait d'impatience. Voyant que son camarade prenait trop de temps pour me faire souffrir, il lui prit le couteau des mains, puis taillada dans ma chair quelque chose, juste au-dessus de ma poitrine. J'ai hurlé, crachant de la bile acide sur le visage de mes agresseurs. Et enfin, je m'évanouis. Quand je me suis réveillée, j'étais de nouveau dans mon lit, comme si je ne l'avais jamais quitté. J'avais atrocement mal à la tête et était en retard pour me rendre en cours. J'avais fait un cauchemar, j'en étais persuadée à présent. J'arrivais en cours, encore choquée par ce rêve qui avait semblé atrocement réel. Je me suis mise comme à mon habitude à côté de Romain, trop hébétée pour parler. Joachim, Maxence, Théophile et Gabriel étaient dans un coin de la pièce. Ils me dévisageaient avec insistance qui me mettait vraiment mal à l'aise. Finalement, Maxence se leva pour venir me parler. Soulagée, je lui répondis que je me sentais bien. Je me sentais stupide. Évidemment que je n'avais jamais quitté mon lit hier soir. Au cours suivant, M. Dupont nous parla encore une fois des sociétés secrètes et de magie noire. Quand il retroussa sa manche une fraction de seconde, je remarquai avec effroi le V tatoué sur son avant-bras. Prétextant une envie pressante, je me précipitai dans les toilettes pour y déboutonner mon chemisier, tremblant de tous mes membres. Juste au-dessus de mon sein gauche, il y avait une entaille rouge, à l'endroit exact où Maxence m'avait poignardé. Une entaille en forme de V, identique à celle des garçons et à celle de M. Dupont. Puis, en inspectant mon cou, je remarquai d'étranges traces rouges, comme si j'avais été étranglée avec une corde. Ainsi, je n'avais pas rêvé hier soir. J'étais complètement paniquée. Comment cela avait-il pu se produire? Qu'allais-je faire? Personne ne me croirait si j'en parlais. La police me rirait au nez. Je vous en prie, croyez-moi. Je sais au plus profond de moi-même qu'il s'est passé quelque chose d'ignoble ce soir-là. Depuis cet événement, je suis constamment épiée, même après avoir quitté cette maudite école. Car chaque jour, depuis bientôt 2 ans, je vois M. Dupont et Théophile. Un jour, alors que je faisais mes courses, M. Dupont s'est approché de moi et m'a chuchoté à l'oreille ces quelques mots qui resteront à jamais gravés dans mon esprit. Je sais que j'ai l'air folle, mais tout ceci est réel. Je ne peux plus sortir de chez moi sans me faire suivre par quelqu'un. Ces gens de l'ordre sont plus nombreux que vous ne le pensez. En effectuant des recherches sur Internet, je suis tombée sur un groupe de survivants de cette organisation. Ils opèrent principalement dans le milieu scolaire. Les enseignants recrutent des élèves et initient ceux qui leur semblent convenir à la doctrine de l'ordre. Ces derniers repèrent ensuite leurs potentielles victimes. Pour mieux les manipuler, ils les droguent, puis les forcent à avoir des rapports sexuels dans des conditions innommables. En agissant de la sorte, ces malades espèrent obtenir l'ultime vérité en s'offrant à Satan. Ce que j'ai vécu s'appelle des abus rituels. Nous sommes des dizaines de milliers de victimes à avoir vécu cela, dans chaque coin de la planète. J'ai pu discuter avec certaines d'entre elles. Nous avons tous plus ou moins la même histoire. Je n'ai rien inventé. Par pitié, croyez-moi. Et si un camarade de classe avec lequel vous ne vous entendez pas vous invite à une soirée, n'acceptez jamais son invitation. Il se pourrait que ce soit un membre de l'ordre.
J'ai quitté mon insouciance et mon ignorance des vérités premières par un soir ordinaire, où avec ma tendre épouse, nous regardions dehors, assis côte à côte, comme deux jeunes amoureux, la vie qui suivait son cours. Nous voyions beaucoup de choses chez les voisins. Disputes et séparations nous amusaient. Nous rêvions en espionnant les paisibles repas conservés à une famille unie et heureuse. Ça, c'étaient les immeubles d'habitation. Il y avait un côté, un immeuble de bureau, dont l'intérêt était évidemment bien moindre. Voir travailler les gens n'a rien de très distrayant, en particulier quand, comme moi, on n'accomplit jamais que des tâches ingrates et répétitives. C'est ce qui aurait dû être. Mais le hasard fit que mon regard croisa quelque chose d'étrange. Une silhouette bizarre et immobile se tenait près d'une fenêtre du dernier étage. Ma femme aperçut mon trouble et je lui montrai du doigt. Elle m'a dit « C'est juste un porte-manteau ». Aujourd'hui, je suis resté quelque temps à la fenêtre. La créature était toujours là, inerte, comme l'objet qu'elle prétendait être. Ma femme me surprit dans ma contemplation. Cette fois-ci, il y avait dans sa voix un accent d'inquiétude réprimé. C'était bien compréhensible, je me rends compte à présent. Elle m'a dit « Allons, lève-toi, c'est l'heure d'aller bosser ». La journée, l'image du monstre ne me quitta pas. Mon chef, apercevant ma rêverie, me somma de reprendre le travail. Mais comme, malgré mon insistance, je ne parvenais pas à me concentrer sur ma besogne, il en vint, la mort dans l'âme, à me donner 2 jours de repos. Je me rends compte après coup à quel point je devais paraître mal en point pour qu'il en arrive à cette extrémité. J'avais donc la journée pour surprendre les mouvements du monstre. Ses multiples têtes étaient toujours immobiles, mais je savais très bien que c'était pour mettre ma patience à l'épreuve. Ce coup-ci, mon épouse, de plus en plus inquiète, me jeta en silence des regards anxieux. Elle ne pouvait rester auprès de moi. Elle avait aussi à faire. Alors, elle me laissa un plein tube d'aspirine et de l'eau pour la dissoudre. Ses gestes étaient tremblants, mais je m'en aperçus à peine. En regardant longtemps, je pouvais apercevoir des mouvements minuscules et patients, obscurément coordonnés. Un trouble vague m'envahit. Il n'y avait plus guère de doute. Le soir, je rassemblai mes forces, me relevai et vins me coucher auprès de ma femme. Une irrépressible envie de retourner voir me tirailla toute la nuit. Mais je tiens bon. Je tiens bon jusqu'à 6 heures, heure à laquelle je me glissai discrètement hors des draps et me jetai dans le bleu du petit matin. Tout en sueur, je vins m'asseoir à ma place, mais mon regard se figea en constatant que la bête n'était plus à la sienne. Pris de panique, tous les sons du logis me paraissaient grossis. Il y avait des craquements partout, des grattements dans les murs, des bribes de voix au-dessus. Et la rumeur insistante d'une chose progressant lentement dans le couloir, ces milliers de petites pattes se posant l'une après l'autre sur le parquet dans un tic-tic d'une horrible légèreté. Une odeur infecte ne tarda pas à envahir la pièce, et je me figurais le corps mince, le grouillement de ses noirs appendices, les grêles antennes fouettant l'air. Mais je ne le fis pas. Un pas survint derrière lui, et il s'effaça je ne sais où. C'est ma femme qui apparut. En me voyant ainsi, suant, suffocant, le regard d'une bête traquée, son inquiétude grandit encore. La mienne atteignit son paroxysme lorsque je constatai que le porte-manteau était de nouveau à la fenêtre. Mon épouse, prise par son travail, me quitta encore plus anxieuse, en me promettant de revenir vite. Pour ma part, je ruminais de sombres pensées. Cette chose m'en voulait. Ce fait m'apparaissait clairement à présent. Nous étions engagés dans une lutte à mort. Il me fallait la vaincre. Ou c'est elle qui me vaincrait. Je fus pris d'une ferme résolution, comme ces pensées me venaient. Ce soir même, j'irai découdre la bête et retrouver ma quiétude. Pour l'occasion, j'exhumai mon antique revolver, qui me répugnait, mais que je gardais en cas de besoin. Tout était clair, net, précis. Je savais exactement ce que j'avais à faire. La porte de l'immeuble ne me résista guère longtemps, ni aucune autre par la suite. Et je montai résolument au dernier étage. Arrivé là, une grande peur me serra la gorge, mais mes forces ne m'avaient pas abandonné. Le couloir était obscur, des choses semblaient se mouvoir dans le bon silence. Des craquements métalliques m'indiquèrent que j'étais à la bonne porte. Je poussai lentement le battant, ma main crispée sur mon arme. Une odeur nauséabonde
régnait dans la salle. Il était là, tapis dans un coin, diabolique. Ses milliers de bras grouillants dans sa tunique sombre. Ses mouvements, ses poils collants fendant l'air, avec une grâce abjecte. Je tirai. Une flaque noire s'étendit à mes pieds, et une puanteur abominable me fit suffoquer. Je me sentis perdre conscience, comme l'odeur inondait mes poumons. Alex a été interpellé dans un immeuble d'affaires après qu'on y ait entendu un coup de feu. On l'a trouvé étendu, un pistolet à la main. Déclarez-vous, il est actuellement interné dans un hôpital psychiatrique. Détail secondaire, on ne retrouvera jamais le porte-manteau qu'il prétendit avoir abattu. Avant que je ne vous raconte ce que j'ai vécu, j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez des mondes parallèles. Y croyez-vous? Et si oui, aimeriez-vous vous y rendre? Ces questions, j'avoue ne me les avoir jamais posées quand j'étais plus jeune. Mais maintenant je peux répondre à ces deux questions. Oui, j'y crois. Et non, je n'ai plus jamais envie de m'y rendre. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Alors que je suis certain que plus de la moitié d'entre vous diront qu'ils veulent s'y rendre. J'étais en voiture sur l'autoroute, une nuit où j'allais au travail. Mon travail consistait à cette époque à surveiller un cinéma abandonné. J'ai d'ailleurs vécu des petites choses flippantes à l'intérieur. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. J'avais pris une autre route que celle que je prenais d'habitude, car il y avait des travaux. Donc je roulais tranquillement. Tout se passait normalement. Puis, j'ai vu un panneau qui annonçait la prochaine sortie. Et j'ai vu le nom de la ville où j'avais grandi quand j'étais enfant. Quand j'ai vu ce nom, j'ai eu une envie irrésistible de m'y rendre, pour aller voir ma maison d'enfance. Je passe souvent devant cette ville, et jamais je n'avais ressenti ce besoin de m'y rendre. Ce besoin était tellement fort que je me suis arrêté sur le bas-côté pour appeler mon responsable. Je lui ai dit que je serais sans doute en retard, que j'ai eu un problème avec ma voiture. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais l'impression que si je n'y allais pas, il allait m'arriver un truc. Et une fois que j'ai raccroché, je me suis remis en route, et j'ai pris la sortie en direction de cette ville, enfin, plutôt village. Alors que je roulais et que je m'approchais de la ville, j'ai ressenti comme une sorte de chaleur, très forte, comme s'il faisait 38-39 degrés d'un coup. Ça m'a tellement surpris que je me suis une nouvelle fois arrêté. Je me disais que c'était peut-être mon moteur qui chauffait. Je suis descendu de la voiture pour aller regarder sous le capot. Je m'étais arrêté sur une route sans aucune habitation. C'était que des champs, et la route était droite. Il faisait très sombre sur cette route. Il n'y avait pas de lampadaire. J'éclairais donc mon moteur à l'aide du flash de mon téléphone. Et j'ai remarqué que je n'avais plus du tout de réseau. C'était assez intriguant, mais je ne m'étais pas posé de questions. Les bugs, ça arrivait souvent. Alors que j'allais refermer le capot, j'ai vu un véhicule qui s'approchait de moi, sans un bruit. Le véhicule était très bizarre. Il avait une forme d'œuf, avec 3 roues comme un tricycle, et non 4 comme sur quasiment toutes les voitures. Ses phares éclairaient en rouge. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu ce véhicule, je me suis dit qu'il fallait que je me cache. Je ne voulais pas que la personne qui conduisait cette drôle de voiture me voie. Je me suis donc caché dans le champ, mais j'ai observé ce qu'il se passait. La voiture en forme d'œuf s'est arrêtée à côté de la mienne, et quelques secondes après, elle a comme disparu, laissant à sa place un homme, plutôt grand et très mince. Il avait de longs bras et de longues jambes. Son visage n'avait rien d'humain. Il n'avait aucun cheveu. Il avait de grands yeux qui faisaient la taille de la moitié de son visage. Ses yeux étaient tout blancs, aucune couleur, et ils étaient comme lumineux. Il avait par contre une très fine et petite bouche, sans lèvres, comme une simple coupure. Il s'est approché de ma voiture et a posé ses mains dessus. Ma voiture a commencé à disparaître petit à petit. Puis une fois qu'elle est complètement disparue, l'homme, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, cette créature, s'est comme assis dans le vide. Puis l'œuf l'a recouvert, et il est parti quelques secondes après. Je vous laisse imaginer ce que je ressentais à cet instant. J'avais peur, mais en même temps je me demandais ce que c'était. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, ce genre de choses. Je n'osais plus bouger de ma cachette. Après de longues minutes dans ce champ au silence très oppressant, je me suis rendu là où était garée ma voiture avant que cette chose ne la fasse disparaître. Et effectivement, elle n'était plus là. J'avoue avoir eu le mince espoir qu'il l'ait rendue invisible, mais non. Ce type
a réussi à faire disparaître une voiture. Comme ça. J'ai regardé autour de moi, en me disant que je devais me rendre dans ce village, essayer de trouver un véhicule, ou appeler un taxi. Car je rappelle que je n'avais pas de réseau. Et de l'autre côté, c'était l'autoroute, et à pied, non merci. Je ne voulais pas prendre de risques. J'avais très peur. Je me disais que j'avais vécu quelque chose de paranormal, que c'était un alien, et que personne ne me croirait quand je raconterais ça. Après quelques petits instants pour reprendre mes esprits et essayer de me calmer, je me suis mis en marche vers le village. La route était assez longue. Je me posais encore plein de questions. Mais mes pensées ont été interrompues lorsqu'un tracteur est passé à côté de moi. C'était un humain à l'intérieur. J'étais super soulagé. L'homme est descendu du tracteur pour venir me voir. Il était costaud et avait un accent étrange. Il m'a demandé ce que je faisais seul sur la route à cette heure tardive. Je lui ai répondu que je me rendais au village et que quelque chose de fou venait de m'arriver. Que ma voiture avait complètement disparu. Il m'a regardé avec un air surpris. Il m'a demandé de quelle voiture je parlais. Je lui ai alors répondu que j'avais une voiture, que je venais de quitter l'autoroute et que quelque chose l'avait fait disparaître. Il m'a regardé très bizarrement. Je savais qu'on allait me prendre pour un fou. J'allais lui répondre que je savais que ça avait l'air fou, mais il a répondu avant. Et cette phrase m'a fait froid dans le dos. Il m'a dit « Tu sais bien que seuls ont des voitures, et certains esclaves pour leur travail. » Je l'ai regardé très étrangement, et il a dû le remarquer car il a ajouté « Je ne vois pas de bracelet, tu es avec eux ?» J'ai secoué la tête, je ne comprenais rien du tout à ce qu'il se passait. J'ai dit au mec qu'un alien avait fait disparaître ma voiture, et lui me sortait que je n'avais pas le droit d'avoir de voiture. C'était une conversation complètement irréaliste. Je lui ai répondu que je ne comprenais pas de quoi il parlait, mais que s'il pouvait me conduire au village, ce serait super gentil. Il n'a pas eu le temps de répondre. 3 véhicules en forme d'œuf sont arrivés vers nous. J'ai tenté de m'enfuir, mais le fermier m'a retenu par les épaules, et il m'a dit que si je fuyais, je mourrais. Mais je n'ai pas écouté. Je me suis débattu, et j'ai couru le plus vite possible à travers les champs. J'ai entendu le fermier hurler plus loin. Il suppliait qu'on le laisse vivre. Puis quelques secondes après, il y a eu une sorte de détonation, puis une grande lumière aveuglante. Je ne me suis pas arrêté de courir. Je courais n'importe où, je ne savais pas où j'allais. Dans le ciel, j'ai voyé des sortes d'avions voler très bas et assez vite. Mais leur forme était très différente de ceux que je voyais habituellement. Ils avaient la forme d'un triangle, et certains d'eux planaient tout simplement. Ils étaient probablement en train de chercher quelque chose, et j'étais sûr que c'était moi. J'ai continué à courir le plus vite possible. Puis soudainement, j'ai ressenti une nouvelle fois une immense chaleur, au point que la sueur perlait sur mon front. Puis d'un coup, j'ai ressenti la fraîcheur, et je me sentais bien à l'intérieur. J'ai arrêté quelques secondes pour reprendre mon souffle, et j'ai remarqué qu'il n'y avait plus le bruit des véhicules volants, ni des choses qui me poursuivaient derrière moi. J'ai regardé mon téléphone, et j'avais de nouveau du réseau. J'étais sorti de cet endroit étrange. J'ai quand même continué à me dépêcher pour sortir de ce champ, et je suis arrivé devant un parking, avec de vraies voitures dessus. Je ne devais pas être loin de l'endroit où j'avais quitté l'autoroute, mais je m'en fichais. J'aurais pu être n'importe où, tant que ce n'était pas là-bas. Je dois vous avouer que j'ai essayé d'y retourner, mais en cachette, par le champ, venu. Sauf que je n'y suis jamais parvenu. Je n'ai jamais ressenti cette chaleur, et le village était complètement normal, avec des voitures normales et des gens normaux. J'ai tenté de parler au barman du seul bar qu'il y avait dans ce village. Je lui ai demandé s'il y avait des choses bizarres qui s'étaient produites dans ce village. Il a éclaté de rire en me disant que je devrais arrêter l'alcool. Personne ne semblait être au courant de ce qu'il y avait. C'est pour cette raison que j'en suis arrivé à la conclusion suivante. J'ai été projeté dans un monde parallèle, sans le vouloir. L'histoire que ce fermier m'avait racontée sur les esclaves, les bracelets et les sortes de créatures, je suis persuadé que j'ai été sur une autre planète Terre, où les humains ont été envahis par des aliens. Et c'est horrible. Le peu que j'ai vu, ils n'ont pas hésité à tuer ce fermier, probablement parce qu'il m'a parlé ou ils ont cru qu'il m'avait aidé. Je suis heureux de ne pas vivre dans cette dimension. Mais je ressens une certaine tristesse pour ces personnes qui vivent ça actuellement. Et le plus horrible, c'est qu'on ne peut vraiment rien faire pour eux. Voilà mon expérience sur les mondes parallèles. J'aurais aimé vous en dire plus. Mais je ne suis pas resté longtemps dedans, comme vous avez pu l'entendre. Et le peu que je suis resté, j'ai failli probablement en mourir. Si vous aussi, vous avez vécu des choses similaires, vous pouvez me les raconter soit en commentaire, soit par mail. Je ne vous jugerai pas. Avec ce que j'ai vécu, je peux croire à tout maintenant.
Salut. J'enregistre ce message parce que je suis tombé sur quelque chose d'étrange, d'assez particulier, voire même de plutôt terrifiant. Et j'ai besoin d'avis, de réponses, et surtout d'aide parce que je ne comprends absolument rien. Je vous explique rapidement. Je suis le propriétaire d'un petit magasin d'informatique. Je répare des ordinateurs, des consoles de jeux, je donne quelques conseils aux clients, ce genre de choses. Je revends également des pièces et composants de PC. Généralement, on m'apporte des ordinateurs qui, dans la grande majorité des cas, ne marchent plus, que je démonte afin de revendre les composants. Parfois, les clients m'apportent directement les pièces, mais c'est un peu plus rare. Mon boulot marche plutôt bien. Je suis situé dans une petite ville au sud de la France, et étant le seul service de ce genre dans le coin, j'ai su attirer une clientèle plus large que je ne l'aurais espéré. Il y a quelques jours, un homme est entré dans mon commerce pour m'apporter un Toshiba. De ce que j'ai compris, cet appareil appartenait à son beau-frère qui est décédé depuis quelques semaines. Ce dernier n'était pas très proche de la famille, et il ne savait pas quoi faire de ses affaires, surtout de la dite machine qui était assez vieille. Nous n'avons pas parlé plus longtemps, car il était aussitôt parti, me laissant avec un vieux modèle dont je ne savais pas trop quoi faire. Il devait dater du début des années 2010, et je me demandais si ces pièces allaient m'être utiles. Mais bon, c'était mon métier, et je me rassurais en me disant que je trouverais bien comment refourguer tout ça. Alors il faut savoir une chose, et j'ai une petite manie, pas forcément morale, mais il m'arrive de temps en temps de fouiller les ordinateurs que l'on m'apporte. Je les allume quand ils sont encore en état de marcher, et je me balade quelques instants sur les différents dossiers qui peuvent encore traîner. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas une bonne chose, c'est une atteinte à la vie privée. Mais ne me jugez pas. Les gens n'ont qu'à faire attention avant de vendre leur appareil et faire le ménage dans leurs affaires. Je suis seulement curieux, et puis je ne fais de mal à personne. Après la fermeture, je suis donc allé dans l'arrière-boutique. J'ai branché le chargeur du Toshiba qui m'avait également été donné par le client, et je l'ai allumé. Il m'a fallu attendre plusieurs minutes pour qu'il démarre correctement. Mais il marchait. Fond d'écran sobre, classique, certainement celui par défaut. Peu de dossiers sur le bureau. Je pensais au départ que l'homme, ou du moins la famille, au vu des circonstances, avait nettoyé le contenu de l'ordinateur avant de le vendre. Sauf qu'un détail a attisé ma curiosité. Il y avait un dossier sur le bureau. Un dossier sans nom, simplement nommé « Nouveau dossier ». J'ai cliqué dessus, me demandant ce que j'allais bien pouvoir y trouver. Et j'ai découvert une centaine de dossiers, s'appelant tout simplement « Nouveau dossier 2 »,« Nouveau dossier 3 », jusqu'à « Nouveau dossier 122 ». Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Plus d'une centaine de dossiers sans nom, sans indication de ce qu'ils pouvaient contenir. Déjà que, de base, cette situation n'avait aucun sens. Elle en avait encore moins quand j'ai cliqué sur le premier dossier de la liste. Il contenait exactement la même chose. 122 dossiers, sans nom, semblant également mener à une centaine de fichiers. C'était un véritable labyrinthe. Je me suis arrêté quelques minutes pour réfléchir. Comme dit plus haut, ça n'avait aucun sens. Aucune personne rationnelle ne prendrait le temps de créer des centaines de dossiers qui ne mènent nulle part, si ce n'était encore plus de dossiers. Qui ferait ça? Et dans quel but? Cet homme avait bien une raison de faire ça. Après avoir cogité, j'ai décidé de tout simplement cliquer à chaque fois sur le premier dossier en haut de la liste. Et, au bout de la 7e ou 8e fois, je ne sais plus, je suis tombé sur un dossier qui contenait bel et bien quelque chose cette fois. Deux images. Deux images particulièrement étranges, nommées Invocation 2 et Invocation 5. Ce sont les images que vous pouvez voir sur la vidéo. J'ai regardé ces deux images pendant plusieurs minutes. Comme vous pouvez le voir, elles semblent dépeindre des visages humanoïdes, mais difformes. Je dois avouer qu'elles me mettaient un peu mal à l'aise, particulièrement Invocation 5, qui me terrifiait. Mais la découverte de ces images m'a fait me poser encore plus de questions. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'elle foutait là? Pourquoi était-elle aussi difficile d'accès? Ça voulait signifier quoi au juste Invocation? J'étais perdu, mais je voulais en savoir plus. J'ai transféré les deux images sur une clé USB pour pouvoir les analyser en détail chez moi, sur mon ordinateur, et j'ai continué mes recherches. J'aurais pu utiliser la barre de recherche de Toshiba en tapant Invocation, voir si je pouvais avoir des résultats, mais elle ne marchait pas. Du moins, elle cherchait indéfiniment sans trouver quelque chose. J'ai cherché pendant plusieurs heures. Ce n'était pas la meilleure méthode, je dois avouer, mais ce mystère m'intriguait énormément. Et je voulais jouer selon les règles du jeu. Si ces images avaient été aussi bien cachées par le propriétaire de cet ordinateur, je voulais les trouver moi-même, seulement en m'aventurant entre les fichiers. De toute façon, je n'avais pas vraiment le choix.
L'ordinateur ramait beaucoup, et tenter une manip aurait pris d'une part trop de temps vu la rapidité de l'appareil, et de l'autre, je risquais de le faire surchauffer. Ouais, il était en piteux état. C'était à ce point. Finalement, quelques heures plus tard, je suis de nouveau tombé sur un dossier qui comportait 2 nouvelles images, respectivement Invocation 8 et Invocation 10. Elles étaient assez similaires aux premières images que j'avais trouvées, des visages probablement humains, mais déformés, ou plutôt défigurés, comme s'ils avaient subi des violences physiques, voire des brûlures. On n'aurait pas dit des peintures, ni même des montages. À mon avis, c'étaient de réelles victimes. En effet, autant Invocation 5, Invocation 8 et Invocation 10 ressemblaient à des êtres humains, autant Invocation 2, elle, possédait un visage plus atypique. Il y avait un je ne sais quoi qui me faisait douter à son sujet. Pour moi, il n'avait pas l'air humain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai eu la même sensation pour une autre image que j'ai réussi à trouver quelques minutes plus tard. Elle se nomme Invocation 4. Ici, le visage n'est clairement pas humain. Rien ne peut déformer un visage à ce point pour obtenir ce genre de résultat, tout en gardant un côté humanoïde. La forme du crâne, ce faciès c'est impossible. Une pensée qui m'a un peu rassuré, car certes, les images me mettaient mal à l'aise, mais au moins je me disais que personne n'avait souffert, que ce n'étaient pas des victimes d'une quelconque forme de torture. Cependant, Invocation 4 n'était pas toute seule dans le fichier. Contrairement aux dernières images, elle n'était pas accompagnée par une autre invocation, mais par une image nommée Cercle Invocation 4. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage, l'image et juste le nom sont assez explicites. C'est une sorte de cercle d'invocation, pas forcément compliqué à reproduire. J'ai tout de suite pensé qu'elle avait un lien avec Invocation 4, parce que premièrement, elles étaient dans le même dossier, même si ça ne veut pas dire grand chose quand on regarde la gestion bordélique des autres fichiers, et que deuxièmement, elles avaient le même numéro. Mais c'est à ce moment-là que je me suis arrêté. Il commençait à se faire tard, j'étais resté une grande partie de la journée dans mon magasin, et j'avais des projets pour la soirée. Je suis donc rentré chez moi, et j'ai laissé de côté cette histoire pour le reste de la journée du moins. Le lendemain, je n'ai vraiment pas eu le temps de m'intéresser au Toshiba. J'avais vraiment beaucoup de boulot, et en rentrant, j'avais pas forcément la tête à me replonger là-dedans. Néanmoins, j'en ai parlé à une amie intéressée par ce genre de mystère, voir si elle avait quelques conseils à me donner. Elle m'a conseillé de regarder les dates et les modifications de fichiers. Et effectivement, ce n'était pas une mauvaise idée. J'ai donc examiné dans les propriétés les dates de modification et les noms de création, puisque ayant transféré les images sur mon ordinateur personnel, les dates étaient extrêmement récentes pour chaque image. Je les ai listées pour que ce soit facile à lire. Invocation 2, 28 juin 2013. Invocation 5, 2 septembre 2015. Invocation 8, 20 juillet 2013. Invocation 10, 4 août 2015. Invocation 4, 5 août 2016. Et Cercle Invocation 4, 5 août 2016. La première chose que j'ai remarqué, et vous aussi sans doute, c'est que les invocations n'avaient pas été créées dans l'ordre. Invocation 8 avait été créée avant Invocation 5 par exemple, et Invocation 4 après tout le reste, en même temps que Cercle Invocation 4 par ailleurs. Alors soit l'homme ne savait pas compter, ce dont je doutais fortement, soit il ne les avait pas nommés selon l'ordre de création, mais plus selon le nom qu'avaient ces images à l'origine. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Elles auraient éventuellement pu subir des modifications, faussant ainsi les dates. Mais j'ai cherché dans l'ordinateur Invocation 2 et Invocation 5, les images les plus faciles à retrouver. Et elles avaient bel et bien la même date de création que celle de modification. Et je pense que c'est la même chose pour les autres images. À mon avis, elles n'ont jamais été modifiées après création. J'ai ensuite tapé les dates sur Google, voir si elles étaient reliées à un quelconque événement. Mais je n'ai rien trouvé de pertinent. J'étais dans une impasse, et je ne savais pas vraiment quelle piste aborder pour résoudre ce mystère, si bien sûr, il y avait une réponse. J'ai donc continué mes recherches sur l'ordinateur durant le week-end et mon temps libre, cliquant un peu au hasard la plupart du temps, en espérant tomber sur une nouvelle image, ou peut-être même sur un indice supplémentaire. À partir de là, je ne vais plus vraiment raconter mon histoire, sauf dans les grandes lignes, comme les journées se ressemblaient énormément. Mais faire plutôt un petit compte-rendu de ce que j'ai trouvé ces derniers jours. Tout d'abord, je suis tombé sur un nouveau cercle d'invocation. Cercle Invocation 6. Rien de plus à dire à ce sujet, si ce n'est que je n'ai toujours pas trouvé l'invocation qui lui est liée. Elle n'était pas dans le même dossier. Invocation 9, qui est certainement avec Invocation 12, que je vous montrerai juste après, l'une des images les plus terrifiantes que j'ai pu trouver sur cet ordinateur.
Elle a pour le coup une allure vraiment malfaisante, et je dois avouer ne pas être à l'aise en la regardant. Invocation 11, qui certes n'est pas plus rassurante que les autres, mais elle m'a fait légèrement penser à un personnage de Star Wars, donc ça va. Je la trouve limite un peu rigolote. Et enfin, Invocation 12. Comme je l'ai dit un peu plus haut, cette photo me terrifie au plus haut point. Comme Invocation 9, elle semble sortir tout droit des enfers. Et j'ai beaucoup de mal à la regarder quand je suis seul. Il semblerait qu'il lui manque une partie du crâne. J'ai une nouvelle fois vérifié les dates de modification dans les propriétés. Et voilà sur quoi je suis tombé. Invocation 9, 4 février 2019. Invocation 11, 12 janvier 2019. Invocation 12, 13 octobre 2017. En tapant ces dates sur Google, je ne suis tombé une nouvelle fois sur rien de concret. Sauf pour Invocation 11. En effet, en tapant cette date sur Google, j'ai pu trouver plusieurs articles sur une explosion dans le 9e arrondissement de Paris. L'explosion de la rue de Trévis, qui a fait plusieurs victimes. Je ne sais pas si c'est une coïncidence morbide et regrettable, mais c'est la seule date qui donne un résultat. Pas forcément le résultat que j'imaginais, mais passons. Depuis, c'est le point mort. Je n'ai pas la foi de fouiller l'ordinateur. Ça me prend pas mal de temps, et je pense du coup agir autrement la prochaine fois. Néanmoins, comme je l'ai expliqué au début de mon message, je partage cette découverte pour que vous puissiez m'aider. M'aider à quoi précisément? Eh bien à comprendre. À comprendre le but de ces images. À comprendre ce qu'elles foutent sur cette épave. À comprendre si les dates sont réellement liées ou non à un ou des événements. Et même si vous n'avez aucune réponse, je voulais au moins partager cette curiosité, parce que ce n'est pas commun de tomber sur ça. Et je sais que beaucoup d'entre vous apprécient tout ce qui est morbide et effrayant. Mais j'ai quand même besoin de réponses. Alors si jamais vous trouvez quelque chose, faites-le moi savoir s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté. Il était une fois un vieux fermier qui possédait la meilleure ferme de la région. Tout le monde s'accordait à dire que le fruit de ses récoltes était des plus savoureux, sans égal, et l'on venait des 4 coins du pays pour lui acheter les meilleurs produits du marché. Quand on questionnait le paysan pour connaître le secret d'une telle qualité, l'homme répondait simplement que tout le mérite revenait à son épouvantail. C'est à lui que je dois tout. Il est ma garantie qu'aucun corbeau ou toute autre bestiole ravageuse de récolte ne s'approche de mes champs. Le vieil homme l'avait confectionné avec beaucoup d'attention, de ses propres mains, et le résultat en était bluffant. L'épouvantail offrait une vision redoutable qui effrayait même les humains. Le paysan avait passé des mois à le perfectionner, attentif aux moindres détails, afin de le rendre le plus effrayant possible, sachant pertinemment que cela ferait fuir les nuisibles de ses champs. Il affubla donc le mannequin de bras en paille démesurés, de près de 2 mètres de long chacun, et de longues et interminables jambes. Une fois assemblé, le corps de l'épouvantail rivalisait avec la taille d'un arbre. Mais l'élément le plus effrayant était sa tête. L'agriculteur avait sélectionné la plus grosse et la plus belle de ces citrouilles, qu'il creusa et sculpta lui-même. Il ne comptait plus le nombre de jours et de nuits pendant lesquels il avait œuvré à rendre son travail aussi détaillé que possible, avant d'atteindre la perfection. Le résultat final était si hideux et repoussant que le paysan lui-même prenait peur en contemplant la tête de l'épouvantail. Son but principal était atteint. Aucun oiseau n'osait s'aventurer aux abords de ses champs. La ferme voisine du vieux paysan était tenue par 2 frères, John et Harry, 2 gaillards paresseux, qui ne levaient pas le petit doigt de toute la journée, si bien que leur exploitation menaçait de faire faillite. John et Harry jalousaient ardemment le vieux fermier, et lui enviaient son succès. Ils commencèrent à comploter contre lui. Ils prévoyaient de le ruiner, et de pouvoir ainsi s'approprier ses terres et s'assurer de meilleurs revenus. Quelques jours s'écoulèrent avant que les 2 frères n'entreprirent de s'introduire en douce sur les terres de leurs voisins. Ils lui volèrent son précieux épouvantail, qu'ils ramenèrent chez eux, prenant soin de le cacher dans un vieux réduit, là où personne ne pourrait le voir ou penser à venir le chercher. Le lendemain, alors que le vieux fermier se préparait à une dure journée de labeur, il constata avec effroi que son épouvantail manquait à l'appel, que ses champs, la veille encore si prolifiques, avaient été saccagés par les rongeurs et les oiseaux. Le vieil homme tomba à genoux en pleurs, sachant que sa récolte était ruinée et que son exploitation allait inévitablement très vite courir à la faillite. Au même moment, assis à l'ombre de leur terrasse,
Les deux frères n'essayaient même plus de retenir leurs éclats de rire en regardant leur voisin verser ses larmes de chagrin. Les entendant glousser au loin, le vieux fermier vint à leur rencontre et leur demanda s'ils savaient ce qu'il était advenu de son épouvantail. Les deux frères regardèrent le vieil homme droit dans les yeux, lui affirmant qu'il n'en avait pas la moindre idée. John, lui, rit ouvertement au nez en lui lançant « On dirait que la roue vient de tourner, hein, vieillard ». L'autre homme a renchéri en disant « Ça craint pour toi ». Le vieux fermier s'en retourna chez lui sans un mot, la tête basse et le dos courbé par le poids de la défaite et de la résignation. La nuit même, John et Harry peinèrent à trouver le sommeil. Ce n'était pas les remords qui les empêchaient de fermer l'œil, mais ils n'arrivaient pas à effacer l'image de l'horrible tête de l'épouvantail de leurs esprits. Après discussion, ils conclurent qu'ils ne parviendraient pas à s'endormir tant que la tête sculptée dans la citrouille se trouvait dans leur maison. Les deux frères se levèrent donc et se dirigèrent vers le vieux réduit. Harry se munit de la batte de baseball et, d'un violent coup sec, réduisit la citrouille en 1000 morceaux. Les deux frères balayèrent ensuite les restes du légume qui jonchaient le sol et les jetèrent aux ordures. Ils retournèrent ensuite se coucher, gagnés par la fatigue et débarrassés de l'image de l'épouvantail qui, plutôt, tournait en boucle dans leur tête. Minuit venait à peine de sonner, quand la fratrie fut réveillée en sursaut par un bruit inquiétant. C'était comme si quelque chose grattait derrière la porte de leur chambre commune. John a demandé à Harry s'il avait oublié de sortir le chien, lequel lui répond que non et qu'il n'avait pas de chien. Soudain, la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Une silhouette tenait à l'entrée de la chambre, de laquelle seul un bras de paille se balançait régulièrement de droite à gauche, comme un pendule. Puis, un deuxième bras apparut, accompagné de deux jambes longues, fines et minces. Les deux frères étaient pétrifiés de terreur, uniquement capables de regarder le corps sans tête de l'épouvantail marcher de façon hésitante. Ces deux interminables bras brassèrent l'air inlassablement à leur recherche. Harry sentit un des bras de paille, glacé comme la mort, le saisir par une cheville. Il poussa un hurlement, suppliant son frère de lui venir en aide. Mais ce dernier avait déjà bondi hors de la chambre, prenant ses jambes à son cou, dévalant les marches de l'escalier 4 à 4, heurtant la porte d'entrée de la ferme et fuyant sur la route éclairée par la lueur de la pleine lune. John courait aussi vite que ses jambes le lui permettaient, haletant comme un chien enragé entre deux cris de terreur. En passant devant sa ferme, il aperçut le vieux fermier debout sur le perron. Au clair de lune, John put voir le vieil homme le regarder courir fixement, un étrange sourire aux lèvres. Il continua de courir, ses pieds nus ensanglantés, écorchés par la fuite sur la route de campagne rugueuse. Il jeta un coup d'œil furtif par-dessus son épaule, et manqua de s'étrangler d'horreur devant ce qu'il venait de voir. L'épouvantail était sur ses talons, et se rapprochait de lui un peu plus à chaque enjambée. Il aurait tôt fait de le rattraper et d'être à sa hauteur. John eut le temps de remarquer un détail sinistre. L'épouvantail avait retrouvé une nouvelle tête. Une toute nouvelle tête qui ressemblait à s'y méprendre à celle de Harry. Je me souviens bien de cette affaire, car en dépit de l'étrangeté des faits, son retentissement est resté très limité. J'avais eu la chance d'habiter pas loin, pour tout dire. La plupart des gens avaient retenu que deux jeunes s'étaient fait agresser en explorant illégalement une crypte, et avaient oublié peu après. Mais pour ma part, j'ai vu ça de près. L'événement s'était produit, pour ainsi dire, devant ma porte. J'habite une petite ville déshéritée, quelque part dans le centre-est, le genre qui n'est plus peuplé que de vieux, tombe en ruine, et vote FN. Il y a deux églises chez nous, celle où la messe est donnée chaque dimanche pour un public vieillissant, et l'autre, désaffectée car dangereuse au dire des experts, et pas prête d'être restaurée vu le peu de moyens engagés. J'habite juste en face. Inutile de vous dire que le tourisme est à peu près inexistant dans notre patelin. Pourtant, il y passe régulièrement des jeunes qui viennent goûter le calme de la province et visiter les ruines d'une ère révolue. Celle où des petites villes excentrées comme la nôtre avaient une certaine puissance industrielle, bref. C'est ainsi qu'en août 98, nous accueillons 3 étudiants qui sont tout de suite tombés sous le charme de nos décombres. Un soir, ils avaient décidé de visiter l'église abandonnée. Sans doute voulait-il frissonner un peu. Il est vrai que sa façade noircie est assez glaçante. Tandis que l'un d'entre eux montait la garde à l'extérieur, les deux autres exploraient l'intérieur avec une lampe tout en prenant des photos de ce qui leur semblait intéressant. Les événements qui ont suivi m'ont amené à vouloir retrouver leurs traces. Et par miracle, j'ai pu rencontrer l'un d'entre eux.
c'est à lui que je dois tout ce qui suit. La nef, disait-il, était immense et poussiéreuse, mais en ordre. Les bancs étaient toujours là. L'hôtel était en place avec tous les accessoires d'usage. Tout avait été abandonné dans la précipitation, sans doute sous la menace d'un effondrement. En cherchant la sacristie, ils finirent par tomber sur un escalier qui descendait en pente raide sous la nef. Ils s'y engagèrent. La cavité se prolongeait par un étroit couloir au plafond voûté, qu'ils suivaient pendant un long moment, sans rien voir de particulier. Au bout d'une centaine de mètres, le couloir s'arrêtait sur une ouverture carrée, assez étroite, donnant sur une vaste salle dont le sol se trouvait plusieurs mètres en contrebas. Téméraire, l'étudiant qui me fait ce récit entreprit de descendre dans la salle, malgré l'épaisse obscurité qui y régnait. Il s'engagea prudemment, mais en dépit des précautions prises, il tomba et s'écrasa lourdement sur ce qui semblait être un panneau de contreplaqué. La chute l'avait amené environ 3 mètres en dessous de l'ouverture. Il était bloqué. Son ami, pris de panique, lui remit alors la lampe pour le rassurer, et prit à tâtons le chemin inverse afin de regagner la lumière et revenir, disait-il, avec une échelle. Son collègue attendit quelque temps en examinant la salle. Comme il l'avait vu plus tôt dans le couloir, il s'y trouvait une grande structure de pierre, semblable à un très large sarcophage, recouverte de planches, sur lesquelles quelques briques étaient disposées. En dehors de ça, la salle était vide, mais il y avait une ouverture sur chaque mur, à la même hauteur que celui par où il venait d'entrer. Il me dit avoir attendu anxieusement, pendant près d'1 heure, avant de décider de sortir par ses propres moyens, car la lumière de la lampe commençait à affaiblir. Il rassembla alors les briques et les empila du mieux qu'il put, afin d'atteindre les 3 passages. Une fois hors de la salle, il se dirigea en hâte vers la sortie. On l'accueillit dehors en sueur, complètement essoufflé. Je devais apprendre par son témoignage qu'il avait été pris de panique, en découvrant des taches de sang frais au sol, peu après avoir quitté la salle, et qu'il s'était alors mis à courir comme un démon. Cette sinistre découverte n'a en soi rien de mystérieux. Son camarade parti chercher de l'aide avait été agressé sur le chemin. On l'avait récupéré à la sortie, tout aussi paniqué, mais dans un état critique. Un objet long et souple, comme un genre de gros fil de fer, l'avait transpercé de part en part au niveau de l'épaule, et les efforts qu'il avait faits pour se dégager avaient cruellement élargi la blessure. Les secours, trop occupés à tenter de sauver le pauvre homme, avaient négligé d'aller chercher l'autre, toujours prisonnier. C'est d'ailleurs à la suite de cette agression qu'il avait lâché l'appareil photo contenant certaines traces de l'expédition. Des recherches ultérieures ont permis de remettre la main sur cette source précieuse. Le temps et l'humidité avaient eu raison de la plus grande part de la pellicule, mais 2 des 18 clichés pris ont pu être sauvés. La question que tout le monde se pose, bien sûr, est de savoir ce qui a agressé le fuyard. Il était alors dans l'obscurité totale, et n'a pu que brièvement toucher ce qui l'a meurtri. Mais il y a une autre question, souvent ignorée, mais pourtant primordiale. Le deuxième homme avait la lumière en sa possession, au moment où il a regagné la sortie. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il n'a rien vu d'autre que les taches de sang? Le témoignage qu'il m'a livré était somme toute très court et certainement incomplet. J'ai clairement senti qu'il ne m'avait pas tout dit. Depuis cette première rencontre, j'ai tenté plusieurs fois de le revoir. Et le refus qu'il m'a adressé à chaque fois n'a fait que confirmer mes soupçons. Je continue d'insister. Si un jour j'en apprends plus, je vous ferai signe. Je ne sais pas si vous connaissez cette créature. Certains pensent que c'est Trevor Anderson qui l'a inventée. Mais je peux vous assurer que non. Country Road Creature existe vraiment. Je le sais car je l'ai vu. Et j'ai failli y rester. Cette chose n'a pas vraiment de nom. Donc je vais l'appeler la chose ou la créature. Je vais essayer de vous livrer mon récit sans rien oublier. Il se peut que certaines choses que je vais vous raconter vous paraissent complètement folles. Mais c'est vraiment réel. Je ne dis pas ça parce que j'ai une passion pour l'horreur. C'était il y a 8 ou 9 mois. C'est assez récent. Je venais d'avoir mon permis, et pour fêter ça, j'avais invité mes 2 meilleurs amis boire un verre dans notre bar préféré. Ce bar, c'était un bar gaming. On pouvait y passer des heures et des nuits à boire et à jouer à nos jeux vidéo préférés. On avait décidé qu'on allait s'y rendre avec ma voiture. C'était une voiture assez vieille mais qui roulait, et c'est le plus important. Je n'avais pas les moyens de m'offrir une voiture plus récente de toute manière.
vers 21h, j'ai été chez Jérémy, qui m'attendait avec une cigarette à la main. Je l'ai tout de suite averti de ne pas fumer dans ma voiture. Je ne supportais pas l'odeur de la cigarette. Il m'a regardé, a fini sa cigarette en me disant « Oui papa ». Puis il a jeté son mégot, et il est entré dans la voiture. Puis nous nous sommes mis en route pour aller chercher Seb, notre ami. Il habitait plus loin. Il fallait traverser une longue route en plein milieu d'une forêt. Je n'aimais pas trop cette route. Quand je la faisais à pied, j'avais toujours l'impression que quelqu'un m'observait à travers les arbres. Il y avait même une fois, j'avais cru voir une sorte d'araignée géante, ou du moins, les pattes d'une araignée géante. Mais quand j'ai voulu regarder plus attentivement, elle avait disparu. Donc je m'étais dit que j'avais dû voir des branches et que mon cerveau a confondu avec des pattes d'araignée. Il faut dire aussi que c'est ma phobie, les araignées. Je déteste leurs longues pattes, je trouve ça écœurant. D'ailleurs, je ne comprends pas les gens qui me disent « Oh, c'est rien, une petite bête ne va pas en manger une plus grande ». Ce n'est pas de la piqûre d'araignée que j'ai peur, c'est de la chose en elle-même, mais bon, je ne veux pas m'étaler sur ce sujet. Donc comme je le disais, cette forêt, je ne l'aimais pas du tout. Alors qu'on approchait de cette forêt, la radio de ma voiture a commencé à grésiller. Apparemment, on ne capte pas grand-chose ici. Jérémy a essayé de changer de station, mais c'était la même chose sur toutes. Il m'a dit que mon autoradio était naze, et il a mis de la musique avec son téléphone portable. Et il s'est enjaillé tout seul, à faire des mouvements de bras, et répétant les fins de phrases des paroles du rap qu'il écoutait. Alors qu'on avançait plus profondément sur cette longue route, Jérémy a sorti un petit sachet de cannabis. Il m'a demandé si j'en voulais, et je lui ai répondu que non, et qu'il n'avait pas intérêt à fumer ça dans la voiture. Il m'a dit de me relaxer, et il commençait à rouler son joint. C'est à ce moment que j'ai vu un homme sur le côté de la route. Je ne l'avais pas vu avant, parce qu'il n'y avait pas de lampadaire sur cette route interminable. C'est la lumière de ma voiture qui l'a éclairé. L'homme faisait du stop. Jérémy m'a dit de ne pas le prendre, que nous, personne nous prenait quand on faisait cette route à pied. Et c'est vrai. Mais justement, je ne voulais pas faire aux autres ce qu'on m'avait fait. J'ai donc ralenti, et j'ai ouvert la vitre du côté de Jérémy. Celui-ci s'est dépêché de mettre son joint dans la boîte à gants, et son sachet dans sa poche. Il m'a regardé, et m'a dit que j'étais trop gentil. Lorsque je suis arrivé à côté de l'homme, j'ai remarqué qu'il avait les mains très longues, avec de longs doigts assez griffus. Il avait un visage qui paraissait sans expression. Il faisait un sourire figé, à pleines dents. Ses dents étaient sales, jaunâtres. Jérémy me chuchotait si j'étais toujours décidé à être un sympa. Je lui ai répondu de la fermer, et j'ai demandé à l'autostoppeur si je pouvais l'aider. Il s'est mis à applaudir, et m'a répondu d'une voix très aiguë que oui, qu'il allait un peu plus loin, et qu'il serait très reconnaissant si je l'aidais à avancer un peu, car il avait très mal aux jambes. Quand il a dit ça, j'ai instinctivement regardé ses jambes. Il portait un short, et j'ai remarqué que ses jambes étaient très fines et très pâles. Jérémy m'a regardé et m'a discrètement fait comprendre de ne pas le prendre. Mais je ne pouvais pas laisser cet homme sur le bord de la route, surtout qu'il n'allait pas tarder à pleuvoir. J'ai donc fait signe à l'homme de grimper dans la voiture à l'arrière. Il a encore une fois applaudi et sauté en faisant des bruits étranges avec sa gorge, comme des grognements, mais beaucoup plus glauques. Il a ouvert la portière et s'est installé à l'arrière, en plein milieu. Je lui ai demandé de décaler soit à droite, soit à gauche, car je ne verrais pas très bien derrière avec mon rétroviseur intérieur. Il a donc bougé pour se placer derrière mon siège. Il y avait une odeur épouvantable, comment décrire? Ça sentait le cadavre d'animaux morts, ainsi que l'urine, mélangée au chanvre. Alors que je roulais depuis quelques minutes, il a dit de s'arrêter sur le bas-côté, et m'a fait montrer un petit chemin qui allait en direction de la forêt, sans doute une route utilisée par les bûcherons ou les chasseurs. J'ai pu remarquer les longs ongles qu'il avait aux mains. Ses mains étaient vraiment disproportionnées et très longues, et surtout, très pâles. Je me suis arrêté, je pensais qu'il allait descendre de la voiture, mais non. Il m'a dit qu'au bout de ce chemin étaient plantés ses champs de cannabis. Quand il a dit ces mots, Jérémy s'est de suite tourné vers lui pour lui demander s'il était sérieux. Et l'homme a répondu que oui, avec un très étrange mouvement de tête. Il a proposé à Jérémy s'il voulait goûter à son herbe. J'ai répondu que non, mais Jérémy avait dit oui. Et l'homme s'est mis à faire un grand sourire en disant « Allons-y alors ». J'ai demandé à Jérémy s'il était sûr et qu'on allait être en retard pour aller chercher Seb. Mais il m'a répondu que ce n'était pas grave, qu'il pouvait bien attendre un peu. J'ai soupiré et je me suis alors aventuré sur ce petit chemin qui partait dans l'obscurité de la forêt. Environ 2 minutes plus tard, j'ai dû arrêter la voiture, car il y avait un tronc sur le chemin. On pouvait voir un peu plus loin une petite cabane éclairée. Jérémy sortait de la voiture suivi de l'homme. Je suis sorti aussi. L'air frais de la forêt me faisait du bien. Je me retenais de respirer dans la voiture à cause de l'odeur de l'homme.
L'homme a dit que cette cabane était la sienne, et qu'il nous invitait à boire un verre pour nous remercier, et qu'ensuite, il nous conduirait à son champ qui se trouvait juste à 10 minutes à pied. Jérémy, ayant accepté son offre, je l'ai suivi, et on a marché à 3 vers la petite cabane. L'homme a ouvert la petite porte en bois, et nous a invités à entrer en premier, ce qu'on a fait. Et il nous a enfermés dedans. On a entendu la porte se fermer à clé, puis on a entendu un grand bruit sur les murs, comme si quelqu'un s'amusait à grimper dessus. Jérémy s'est mis à crier et à frapper contre la porte pour que l'homme nous ouvre, mais sans succès. On a juste entendu un grand et long rire très rauque venant du toit de la cabane. Quand on a regardé autour de nous, on a poussé un hurlement. Dans cette cabane, il n'y avait aucun meuble, juste des cages en fer, dans lesquelles il y avait des hommes, des femmes et des enfants, morts. Certains décapités, d'autres éventrés. Il leur manquait à tous de la chair, des membres. Le sol était inondé de sang. C'était un spectacle épouvantable, et l'odeur ici aussi était atroce. Tout ce qu'a trouvé à dire Jérémy, c'est « Eh merde ». J'ai regardé par la vitre pour voir où était l'homme, mais j'ai poussé un hurlement. À la vitre, il y avait une tête de monstre qui nous regardait avec un grand sourire. Sa tête était grande, mais ce n'était rien comparé au reste de son corps. Il était très grand et très mince, de très longs bras, dont il se servait pour être à 4 pattes, et de très longues jambes extrêmement fines. Sa peau était une grande pâleur. Il s'est mis debout, et il dépassait quelques arbres tellement il était grand. Cette chose, c'était l'homme que j'avais pris en autostop, et il s'était apparemment transformé en cette abominable créature. On a poussé des hurlements tout en se blottissant contre le mur au fond de la cabane. Alors qu'on hurlait, la porte est ouverte, et un long bras est entré. Le bras de la chose s'allongeait de plus en plus, et tâtonnait un peu partout, jusqu'à attraper Jérémy qui avait tenté de s'enfuir. Ses longs doigts crochus l'ont serré, puis l'ont traîné en dehors de la cabane. Jérémy me suppliait de l'aider, mais je pouvais rien faire. Tout ce que j'ai fait, c'est profiter qu'il s'était fait attraper, pour courir le plus vite possible pendant que la porte était ouverte, et j'ai couru dans la forêt. La chose me poursuivait en tenant Jérémy dans une main, comme s'il s'agissait d'une poupée. J'ai réussi à le semer, et je me suis caché dans un petit arbuste, et j'observais la chose, en essayant du mieux que je pouvais de ne pas respirer. La créature semblait folle de rage, et il s'est mis à lever le corps de Jérémy, qui hurlait de le laisser en vie. Et il l'a claqué avec une force inhumaine plusieurs fois au sol, peut-être la première. De là où j'étais, j'ai pu entendre les craquements d'os et de vertèbres, et les éclaboussures de sang qui giglaient à chaque coup. J'ai mis mes mains devant ma bouche pour me retenir de hurler, mais je n'ai pas pu m'empêcher de retenir mes larmes. Après avoir observé l'augment un peu partout, la créature est repartie en direction de la cabane, faisant traîner le corps de Jérémy sur le sol. Puis, il s'est arrêté, et s'est assis par terre, ses grandes jambes et ses grands bras, posés dans un sens très improbable. D'un coup, il a arraché les jambes de Jérémy et les a mangées, comme s'il s'agissait de petites cuisses de poulet. Puis, il a jeté le reste du corps de Jérémy au loin, proche de sa cabane. Le corps a atterri avec un bruit sourd. C'était épouvantable ce qui lui était arrivé. Moi je restais là, à regarder cet ignoble spectacle, sans oser rien faire. Mais qu'aurais-je pu faire face à ce monstre? Quand j'ai été sûr que cette chose ne me poursuivait plus, je me suis mis à courir le plus vite possible, vers ma voiture. Puis je suis parti très rapidement chez moi, afin d'appeler les secours. Bien entendu, aucune trace de cette chose. Et c'est étrange, mais les enquêteurs n'ont pas été surpris quand je leur ai parlé du monstre. Cela fait maintenant quelques mois, et j'en cauchemarde toujours autant. Je pense que j'aurai ces images en tête pour le restant de ma vie. Ne vous aventurez pas dans les bois ou les forêts la nuit. Je suis un écrivain. J'écris des récits qui mélangent le réel et l'épouvante. J'ai mon propre style, et il m'arrive souvent de lire mes romans à voix haute sur mon blog. L'épouvante est une peur que j'arrive à créer à partir du mental de mes personnages. C'est mon univers, et mes lecteurs en sont les principaux acteurs. J'écris en fonction de ce qu'ils attendent de moi. Cependant, ces derniers mois ont été marqués par le syndrome que tout écrivain a peur de connaître, après un début de succès fulgurant. Le syndrome de la page blanche. C'est un syndrome assez redouté par tous ceux qui veulent faire de l'écriture leur avenir professionnel. Le syndrome de la page blanche se caractérise par la disparition de toute votre imagination. Vous vous retrouvez du jour au lendemain devant une page vierge, dénuée de mots, sans qu'aucune inspiration ne vienne vous tendre la main. En résumé, vous ne parvenez plus à composer et votre esprit est vide.
Néanmoins, ce syndrome que j'ai contracté peut être dû à la fatigue que j'ai accumulée au cours de mes premières années d'écriture. Il faut dire que je suis parvenu à écrire en 3 ans 2 best-sellers connus dans le monde entier, La Veuve Rouge et La Complainte du Corbeau. Après des heures de travail acharné auprès de mon ordinateur portable à me ruiner la vue, j'avais fini par atteindre mes objectifs. Il s'avère que mon style, autant que mon univers, ont fini tous deux par porter leurs fruits auprès des lecteurs et de la critique. D'après eux, mes écrits avaient la capacité de provoquer une peur violente et soudaine auprès des amateurs d'épouvante. Et ce, je les cite, jusqu'à détruire cette barrière psychique qui sépare le réel et la fiction. C'est ainsi qu'à l'âge de 25 ans, j'étais parvenu à devenir le plus jeune écrivain parisien apprécié le plus par la critique littéraire. Malgré ce succès fulgurant, mon éditeur s'arrangeait toujours pour me faire redescendre sur terre, et ce, de façon très brutale. Il exigeait que j'écrive un autre best-seller, meilleur que le précédent, en m'expliquant que 2 ouvrages aussi connus soient-ils, ne sont pas suffisants pour que ma notoriété perdure auprès des lecteurs et de la critique littéraire. Par la suite, il m'a lancé un avertissement. Il m'a dit « Avant que ce succès ne te monte à la tête, je préfère tout de suite t'avertir. Beaucoup de jeunes écrivains qui connaissent un certain succès dès leurs premiers ouvrages vendus finissent par baisser les bras lorsque les lecteurs ne s'intéressent plus à eux. De ce fait, leur style d'écriture finit par ne plus être aussi bon qu'auparavant, et généralement, cela se termine par une dépression. » Il a terminé son récit inquisiteur et peu encourageant par un regard d'avertissement et une réplique cinglante. « Tu es jeune et tu as ton propre style destiné à réussir dans ce milieu. C'est pourquoi je te donne 1 année pour écrire ton prochain succès littéraire. Aucun retard ne sera accepté. Si par malheur ce délai n'est pas respecté, alors je peux t'assurer par mon expérience dans ce milieu que ton début de célébrité va disparaître aussi rapidement que ta carrière a commencé. » Cet avertissement, bien que bienveillant au départ, a fini par être à l'origine de toutes mes angoisses depuis. Le syndrome de la page blanche ne m'a plus jamais quitté. Mes mains tremblaient lorsque j'appuyais sur les touches de mon ordinateur portable. J'effaçais le moindre mot que j'écrivais, et malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à trouver mon personnage principal. C'est à cet instant précis que j'ai pris conscience avec désespoir que mon style m'avait abandonné. Mon univers avait disparu, et mon inspiration n'avait plus lieu d'être. De plus, pour ne pas arranger les choses, plus le temps passait, et plus mon éditeur me harcelait pour que je lui envoie les premiers chapitres que j'avais écrits. Je m'apprêtais finalement à répondre à son 10e message, en lui demandant de m'accorder un délai supplémentaire, lorsque mon attention fut attirée par une annonce publicitaire rouge sang au-dessus du message de mon éditeur. Je n'avais jamais reçu ce genre d'annonce auparavant. Elle avait pour slogan « Si vous êtes un auteur en panne d'inspiration, cliquez ici pour la retrouver. » Je puis vous assurer que si j'avais su ce qui m'attendait, jamais je n'aurais cliqué. J'aurais même balancé mon ordinateur par la fenêtre. Mais j'étais si désespéré de ne plus écrire et d'avoir perdu tout ce dont pourquoi j'avais travaillé très dur que j'ai pris cette annonce comme un signe du destin. C'est pourquoi j'ai commis le geste qui a fini par sceller mon existence. J'ai cliqué. Je suis directement tombé sur un site internet avec un design original, peut-être même un peu trop. Il avait pour logo une plume posée à côté d'un encrier qui écrivait en lettres rouges sang le nom de leur entreprise, inspiration.com. En parcourant ce site, j'ai découvert que cette compagnie se spécialisait dans la vente de tout ce qui servait à l'écriture, plumes anciennes ou modernes, ordinateurs anciens ou récents, ainsi que bien d'autres antiquités, comme des machines à écrire, des journaux intimes en vieux cuir et des parchemins. Je n'avais jamais entendu parler de cette entreprise auparavant, et aussi curieux que cela puisse paraître, il n'y avait pas de catégorie qui classait tous ces articles. Il s'avérait que cette entreprise n'avait pas beaucoup de produits à vendre. Je ne me suis pas posé davantage de questions. Après tout, peut-être que cette entreprise venait à peine de se créer, et il fallait être assez courageux pour se lancer dans le marché de l'écriture, sachant que celui-ci était saturé. Néanmoins, cette entreprise devait commencer à gagner une certaine notoriété, puisque le prix de leurs articles était exorbitant. En parcourant davantage cette plateforme, j'ai découvert leur page d'accueil. Un message de bienvenue était écrit en lettres rouge sang, dans un style gothique, et son contenu était pour le moins assez atypique. Le texte disait « Nos ventes sont exclusivement réservées aux écrivains qui ont perdu leur inspiration. À partir de votre profil, nous ferons en sorte de vous livrer le produit qui vous sera le plus adapté. Nous vous garantissons que grâce à nos articles,
Votre dernière trace d'écriture représentera le tournant le plus mémorable de votre vie d'écrivain. Ce message m'a laissé perplexe. En quoi un site internet pouvait-il me garantir un tournant mémorable? Et surtout, que voulait-il dire par « ma dernière trace » ? Pour vous dire la vérité, je ne me suis pas inquiété de la perplexité de ce message. Même si ce site avait un design particulier, cette entreprise savait captiver l'attention de ses internautes. En poursuivant ma visite, j'ai remarqué qu'aucun acheteur n'avait laissé le moindre commentaire concernant cette entreprise. Mais je n'y ai pas prêté attention. Ne me jugez pas trop vite. Comme je vous l'ai dit auparavant, j'étais au bord du gouffre et je me suis dit qu'acquérir un de leurs articles m'aiderait à retrouver mon inspiration. De plus, je ne parvenais plus à écrire sur mon ordinateur portable sans trembler. J'ai donc décidé de créer mon profil afin de répondre à mon questionnaire. Au départ, tout était normal. Je devais indiquer mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon sexe et indiquer mes coordonnées. Cependant, plus j'avançais sur la création de mon profil, et plus les questions devenaient pour le moins étranges, à la limite de l'indiscrétion. Je devais indiquer mes antécédents psychologiques, mon poids, ma taille, la couleur de mes yeux, de mes cheveux, et finir par leur indiquer mon groupe sanguin. Cette inscription particulière aurait dû m'alerter, mais j'étais si impatient de retrouver mon inspiration que j'ai décidé de mettre mes inquiétudes de côté. Après tout, leur questionnaire était à la hauteur de leur originalité. J'ai donc fini par payer avec ma carte bancaire le montant qu'ils voulaient, et j'ai confirmé mon inscription. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message de leur entreprise, m'indiquant qu'ils me remerciaient de faire confiance à leur service et que je recevrais ma commande d'ici quelques jours. En effet, 3 jours plus tard, au petit matin, ma commande a fini par arriver, et j'ai pu déballer ma nouvelle acquisition. Le colis était assez lourd, et je pouvais lire l'inscription suivante. Puisse votre dernière trace vous être favorable. Cette formule à sonorité presque religieuse a augmenté mon excitation. Mon cœur battait la chamade. Je n'avais plus qu'une envie, celle d'enlever le papier bulle. J'ai presque déchiré ce dernier, tant ma curiosité était grande. Une fois venu à bout de l'emballage, j'ai découvert mon nouvel outil d'inspiration, une machine à écrire. Elle était très ancienne, et à l'œil nu, j'aurais presque pu jurer qu'elle ressemblait au modèle de la marque Underwood des années 50. Je n'avais jamais utilisé un tel outil auparavant, et je n'avais désormais plus qu'un seul désir, écrire. J'ai débarrassé l'ordinateur de mon bureau, et j'ai installé ma nouvelle acquisition à sa place. Puis j'ai laissé mon instinct prendre le dessus, comme je le fais toujours lorsque je m'apprête à écrire. Il me fallait beaucoup de concentration, car contrairement à un ordinateur portable, on ne pouvait pas effacer notre erreur avec un simple clic, sur une touche de clavier. J'ai pris une page blanche, je l'ai insérée, et j'ai posé délicatement mes doigts sur le clavier pourvu d'une 50aine de touches. Ce qui s'est passé par la suite est indescriptible. Lorsque mes doigts sont entrés en contact avec cette machine à écrire, mon corps a soudainement été traversé par une décharge électrique. C'était comme si nous étions connectés. J'avais l'impression que nous étions liés, elle et moi. J'ai décidé de m'accrocher à cette connexion et j'ai commencé à écrire. Une page, puis une seconde, et une troisième. J'écrivais sans relâche. J'ai éprouvé un plaisir immense à chaque fois que j'entendais les lettres s'inscrire sur le papier. En quelques heures, j'avais déjà le titre de mon nouveau roman. Mon personnage principal. J'en étais désormais convaincu. Le syndrome de la page blanche m'avait bel et bien quitté. Tout était parfait. Enfin, à un détail près. L'encre sur le papier n'était pas noire, mais rouge comme sur le site internet. À vrai dire, je n'y ai pas vraiment accordé d'importance. J'étais tellement heureuse et angoissée de mon clavier que j'ai préféré me concentrer sur mon nouveau best-seller. Je pouvais passer des heures à écrire. En quelques jours, j'avais rattrapé tout mon retard et j'ai pu envoyer mes premiers chapitres à mon éditeur. Celui-ci a particulièrement apprécié ma nouvelle amie, en rétorquant que la couleur rouge de l'encre enrichissait mon style d'écriture et le mettait davantage en avant. Ces remarques m'ont encouragé et j'ai de ce fait multiplié mes heures d'écriture par 2. Plus j'avançais dans mon œuvre, et plus je sentais que mon style devenait meilleur. À la surprise de mon éditeur, j'ai finalement bouclé mon 3e best-seller, en 2 mois. L'Aube écarlate avait fait exploser les ventes. Aucune critique négative n'avait souillé mon ouvrage, et on me surnommait désormais le 2e Stephen King. Malgré ce succès considérable, cela ne me suffisait pas. Cela ne me suffisait plus. J'en voulais toujours plus, et je pensais déjà au prochain best-seller que j'écrirais. Malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, rien ne s'est passé comme prévu. Car la notoriété a toujours un prix, et des événements étranges se sont manifestés.
Lorsque j'ai commencé à m'éloigner de cette machine à écrire, même pour quelques heures, je ressentais un immense vide en moi. Je devais absolument écrire, et je me sentais dépendant d'elle. Elle était faite pour moi. J'étais fait pour elle. Loin de cette machine à écrire, j'étais incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Mes doigts me démangeaient, me brûlaient. Je pensais que cela allait passer, que j'allais perdre cette obsession. Encore une fois, j'avais tort. Si je n'écrivais pas pendant 2 jours, je ne parvenais plus à manger, ni même à sortir de chez moi. Il fallait que j'écrive, il fallait que je tape sur ma machine à écrire, et je n'étais satisfait que lorsque j'entendais le bruit des caractères que je tapais. Avec le temps, j'ai remarqué que plus j'utilisais cette machine à écrire, et plus l'encre rouge s'assombrissait. Je passais désormais mes nuits à écrire, je ne dormais plus, je n'avais plus de vie sociale. Peu à peu, ma machine à écrire est devenue le centre de mon univers. Je vivais pour elle. J'avais perdu le contrôle de moi-même, et la situation a fini par m'échapper totalement, mais je refusais d'affronter la réalité. En effet, mon état physique s'est détérioré au fur et à mesure que l'encre rouge s'assombrissait. J'ai perdu du poids, et je devenais chaque jour de plus en plus pâle. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Un fantôme, prisonnier dans sa propre maison. La décharge électrique que je ressentais au départ s'est transformée en véritable brûlure. Je voyais trouble, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Il fallait que je pose mes doigts sur le clavier, et ce, même si j'avais l'impression de me consumer de l'intérieur. Un jour, mon organisme n'a plus tenu le coup, et je me suis évanoui sur mon bureau. J'ai pris ça comme un signal d'alarme, et n'y tenant plus, j'ai appelé un médecin à mon domicile. De toute façon, je ne parvenais plus à mettre un pied à l'extérieur. Après plusieurs examens, il m'a relevé avec inquiétude que mon organisme avait perdu beaucoup trop de sang en quelques mois. Il m'a demandé si je n'avais pas perdu de sang d'une quelconque manière. Je lui ai répondu que non, et il m'a conseillé quand même d'aller consulter un spécialiste. Je suis condamné, je le sais. Je le sais au moment même où j'ai commencé à être dépendant d'elle. Ce n'est pas pour rien qu'Inspiration.com avait exigé tous ces renseignements sur moi. Vous savez, je pense qu'en réalité, ce n'est pas nous qui choisissons ces articles. Ce sont eux qui nous choisissent. Je pense que cette machine à écrire se nourrit de ma chair et de mon sang. Elle va me consumer. D'une certaine façon, elle est vivante, et mon essence lui permet de fonctionner. J'ai essayé de retrouver le site sur lequel j'avais acheté ma machine à écrire, mais bien évidemment, je ne trouvais plus aucune information concernant cette entreprise, et leur message avait disparu de l'historique de mon boîte mail. Cette entreprise s'était volatilisée d'Internet, et je ne cessais de me demander inlassablement combien de litres de sang cette entreprise allait encore devoir verser pour permettre à leur objet démoniaque de vivre. Je dois faire en sorte d'empêcher ce massacre, car pour moi, ces gens sont bel et bien des meurtriers. Et j'écris actuellement le livre de ma vie, où je mets en scène mon histoire, pour mettre en garde les lecteurs et les jeunes écrivains en herbe contre ce site internet. Je dis « de ma vie », car l'ogre qui me sert de machine à écrire va m'engloutir à la fin de mon récit. Je le sais parce qu'elle a besoin de moi pour vivre. Et je vous en supplie, si jamais vous tombez sur une annonce rouge sang sur internet, ne cliquez jamais dessus, au risque de vous retrouver piégé comme moi. N'oubliez jamais que la notoriété a un prix. Je l'ai appris à mes dépens. Et si un jour, en vous baladant dans une librairie, vous finissez par rencontrer ma dernière trace, alors cela voudra dire que j'aurai réussi à publier l'œuvre de ma vie, et que je serai parvenu à arrêter cette organisation meurtrière. Oui, ces entreprises avaient bel et bien raison. Ma dernière trace d'écriture aura réellement représenté le tournant le plus mémorable de ma vie d'écrivain. Ce que j'ai vu est inimaginable. Je vais essayer de vous raconter tout ce que j'ai vu, sans rien oublier. Vous connaissez sans doute les Red Rooms. Moi j'ai connu ça grâce à Feldup. Je vous invite à aller voir sa chaîne d'ailleurs. Quand j'ai regardé une de ses vidéos, j'ai décidé que j'irais voir moi-même si ces Red Rooms existaient réellement. Car ça me paraissait tellement énorme comme truc. Il faut que je vous dise avant de continuer que j'adore tout ce qui est film gore. Les films du genre Saw ou Hostel. Vous voyez le genre. J'ai toujours eu cette passion de l'horreur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc je recherchais toujours des trucs capables de me fournir une dose de frisson. Les films, je commençais à m'y habituer, et ils ne me faisaient plus rien. Alors quand j'ai entendu parler des Red Rooms, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai été sur le Darknet, et j'ai passé des mois à y trouver quelque chose d'intéressant. Je suis tombé en premier sur un site nommé
The Attic, où il y avait des gens allongés sur un sol de ce qui semblait être un grenier. Les gens étaient tous immobiles, et il y avait un bruit de gaz qui se faisait entendre. J'ai regardé ce drôle de livestream pendant quelques jours, mais ce n'était pas assez gore pour moi. Et surtout, ça me mettait un peu mal à l'aise, je ne sais pas pourquoi. Ces gens semblaient mourir, mais j'en étais pas sûr. Bref, je ne me suis pas attardé dessus. J'ai donc recherché autre chose, et je suis tombé sur une Red Room, assez populaire vu le nombre de commentaires qu'il y avait en dessous. Les commentaires étaient en russe, et j'avais la flemme de traduire. La diffusion montrait un homme assis sur une chaise dans une salle complètement vide et sans fenêtre. Il n'y avait qu'une ampoule au plafond qui éclairait la pièce d'une lumière lugubre. L'homme, lui, était ligoté sur la chaise. Il était nu, à l'exception de chaussettes, très sales. L'homme semblait être en mauvais état. Il somnolait et de la bave coulait de sa bouche. Il était très maigre, et je ne pouvais pas dire depuis combien de temps il était dans cette pièce. Ce live stream me fascinait. Je regardais sans pouvoir en détourner les yeux. Je ne sais pas pourquoi. Dans ma tête, je me disais que c'était forcément du cinéma. Donc je regardais ça comme si je regardais un film d'horreur. J'ai même honte de dire que j'ai été me chercher des paquets de chips et du coca pour regarder ce live. Alors que rien ne s'est passé durant 3 heures, quand j'ai voulu fermer mon ordinateur portable, quelqu'un est apparu dans la salle. Je ne pourrais pas dire si c'était un homme ou une femme, car cette personne avait une combinaison et un masque à gaz. Cette personne avait dans ses mains un plateau où était posée une assiette. Dans l'assiette, il y avait ce qui ressemblait à un steak accompagné d'une petite dose de riz. Une autre personne est rentrée dans la salle, toujours avec une combinaison et un masque à gaz. Il poussait à l'intérieur de la salle une télévision sur un meuble à roulettes. Il l'a placée en face de l'homme ligoté, puis il allumait la télé. L'homme s'est réveillé et a regardé avidement la télé. Sur la télé, on pouvait voir un homme et une femme qui promenaient un chien. J'ai mis plusieurs minutes à me rendre compte que l'homme qui était dans la télé était l'homme ligoté. On pouvait voir l'homme jouer avec son chien. On voyait ensuite le chien courir. Puis les images se sont arrêtées. La personne qui était entrée avec la télévision est ressortie avec celle-ci. L'autre qui tenait le plateau a pris une fourchette de riz et l'a tendue vers la bouche de l'homme ligoté, qui a ouvert et a avalé la bouchée. Ensuite, c'était de la viande que cette personne avait mis sur la fourchette. Mais l'homme n'a pas voulu ouvrir la bouche. La personne a essayé à plusieurs reprises de lui donner de la viande, mais l'homme refusait de manger. La personne tenant le plateau est donc repartie de la pièce. L'homme n'avait mangé qu'une fourchette de riz. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas manger cette viande. Au moins pour reprendre quelques forces, parce que là, il semblait vraiment à bout. Ça devait faire quelques semaines que le pauvre homme était enfermé dans cette salle et qu'il n'avait quasiment rien mangé. Puis les jours ont passé. Parfois une personne, toujours en combinaison, venait lui donner à boire à l'aide d'une paille. Mais c'est tout ce qu'il se passait. Je me posais des questions sur moi-même. Je me sentais tellement mal de regarder ça. Mais en même temps, j'aimais ça. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'était comme regarder un accident sur une autoroute. On trouve ça horrible, mais on regarde quand même. Bah moi, c'était la même chose. J'ai pensé à en parler à la police. Mais ce livestream se trouvait en Russie, apparemment. Et je n'étais pas sûr à 100% que c'était réel. Il y avait toujours dans ma tête quelque chose qui me disait que tout ceci n'était que du cinéma. Parfois, je me réveillais en pleine nuit pour regarder. Et ça continuait de diffuser. On voyait toujours l'homme. Il surinait dessus. Il était taché de vomi. Et il y avait des excréments sur le sol en dessous de lui. Je n'osais même pas imaginer l'état de son derrière s'il devait rester comme ça, assis sur sa propre merde pendant des jours. À peu près 5 jours après la séance avec le riz, ils ont recommencé ça. 2 personnes sont entrées, l'une tenant un plateau et l'autre la télévision. Cette fois sur le plateau, il n'y avait que ce qui ressemblait à des yeux. C'était dégoûtant. J'espérais que c'était faux. L'image à la télévision montrait la jeune femme de la dernière fois, avec des gros plans sur ses yeux en larmes. Puis, on voyait une sorte de cuillère entrer dans l'orbite droit, et on voyait la pauvre femme se faire retirer l'œil. C'était épouvantable comme vision. Puis les images se sont arrêtées, et un texte en anglais s'est affiché sur l'écran. Ça disait en gros que s'il ne mangeait pas, cette fois, il devrait attendre 10 jours sans manger. L'homme s'est mis à hurler et à essayer de se débattre, mais les liens étaient bien trop serrés. La personne tenant le plateau a planté la fourchette dans un des yeux et l'a tendue vers la bouche de l'homme. L'homme a craché sur la personne qui lui a donné un violent coup de poing au visage en guise de réponse. Puis,
Il a continué de mettre l'œil devant la bouche. Les secondes me paraissaient interminables. Quand une autre personne est arrivée, tenant un plateau avec des frites. Il faisait comprendre que si l'homme mangeait l'œil, il aurait droit aux frites. L'homme s'est mis à pleurer. Il devait être affamé, il était squelettique. Il s'est mis à hurler, puis il a mis l'œil dans sa bouche. Il a croqué dedans et beaucoup de jus a coulé de sa bouche. L'homme s'est mis à vomir, puis il s'est évanoui. Il s'est réveillé 2 heures plus tard. Comme il n'avait pas réussi le test, il n'a pas eu droit aux frites. Pendant quelques jours, l'homme ne faisait que pleurer et prier à voix basse. À ce moment du live stream, j'avais compris que ce que je regardais était une expérience. Apparemment, il y avait des gens qui regardaient si un homme était capable de manger les gens qu'il aimait, si vraiment il était affamé. Le steak que j'avais vu au début devait sans doute être le chien, et les yeux qu'il a failli avaler étaient bien sûr ceux de sa chérie. Je me posais la question pour moi-même du coup. Serais-je capable de manger les yeux de ma copine si j'étais mort de faim? Ou même manger mon hamster? C'était dur de répondre. J'aimerais vous dire que non, je ne ferais jamais une telle chose. Mais dans les conditions horribles de l'homme, qu'aurais-je fait? Je ne peux pas en être sûr. Cette expérience russe est horrible. Je me demandais quel serait le prochain palier. Et je n'ai pas tardé à le découvrir. Au bout du 3e jour après l'œil, 2 personnes, toujours en combinaison, sont entrées dans la pièce, tenant des seringues. Ils ont injecté un produit dans plusieurs endroits du corps de l'homme, qui lui, ne bougeait plus. Il se laissait faire sans rien dire. Puis les 2 personnes sont parties, et une autre est revenue dans la pièce 1 heure plus tard, tenant une scie très fine. La personne s'est abaissée au niveau des pieds de l'homme. Puis, il a commencé à trancher le pied. L'homme ne réagissait pas, sûrement à cause du produit que les personnes lui avaient injecté. Beaucoup de sang coulait du pied. Je me sentais pas bien, j'avais la tête qui tournait, mais je voulais continuer à regarder. Une fois le pied coupé, la personne a plaqué une sorte de plaque brûlante sur le moignon de l'homme, qui n'a même pas réagi. Puis il lui a fait un bandage, puis elle est ressortie plus tard avec le pied, laissant l'homme comme ça. Le soir même, ça a recommencé. 2 personnes sont entrées, l'une avec la télévision, l'autre avec un plateau, contenant le pied de l'homme, mais il avait l'air grillé. Pendant que la personne coupait un morceau du pied, sur les images de la télévision, on voyait justement ce qu'on avait vu, l'homme se faire trancher le pied. La personne a tendu la viande vers la bouche de l'homme, qui l'a ouverte sans hésiter. Puis, il a mâché et avalé. Il a ensuite réouvert la bouche, attendant la prochaine bouchée, que la personne a donnée. Ça a duré quelques minutes. L'homme avait complètement mangé son propre pied, sans même vomir ou avoir de nausées. C'était une scène complètement irréaliste. Je n'en revenais pas de ce que j'avais vu. Quelqu'un s'est mangé lui-même et a continué les jours qui ont suivi, avec l'autre pied et une de ses mains. Un jour, ils l'ont détaché de la chaise. Il était allongé par terre et l'ont laissé comme ça. Il ne pouvait que ramper. C'était des images d'une extrême violence. Moi, j'ai arrêté de regarder au moment où ils ont posé un bébé sur le sol, sans explication. Et que l'homme a commencé à ramper à vive allure vers lui, de la bave coulant de sa bouche. Je ne voulais pas voir la suite, mais j'imagine très bien ce qu'il a voulu faire. Et j'espère vraiment qu'il ne l'a pas fait. Je n'ai plus regardé ensuite. J'espère toujours que c'était du cinéma, même si je me doute que non. Je ne sais pas comment j'ai fait pour regarder ce genre de choses, et dire que des gens s'en amusent. Je ne sais pas comment ils font, mais il y en a beaucoup. Je vous déconseille vivement de rechercher la moindre Red Room. Vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Et ce que vous verrez vous choquera à vie. Moi, ces images resteront en moi pour le restant de ma vie. Je n'arriverai jamais à me les enlever. Et je me pose aussi souvent la question, qu'aurais-je fait dans cette situation? On ne peut pas répondre tant qu'on ne la vit pas. Et j'espère ne jamais vivre un truc aussi horrible. Salut à tous, ça faisait longtemps que je n'avais pas posté sur le forum. Je m'étais un peu détaché de tout ce qui est légende urbaine. Mais j'ai de quoi remettre en question toutes mes croyances sur le sujet. Pour être honnête, je ne m'attends pas à ce que vous me preniez au sérieux. Libre à vous de considérer cette histoire comme un canular avant mon ultime départ. Je vous demanderai juste de ne pas me répondre avec des MDR
t'es psychologiquement atteint, toi. Comme vous l'avez fait avec le témoignage de Ragondin Malin le mois dernier. Je vis suffisamment mal ce qu'il m'est arrivé, au point d'en faire des cauchemars toutes les nuits, malgré les nombreux cachets que je me suis fait prescrire. Bref, j'en viens au fait. J'étais, et je suis toujours, bénévole dans mon village, auprès d'une association d'aide aux personnes âgées. Il y a quelques mois, un samedi, je rendais visite à Pietro, un vieil homme, ma foi, fort sympathique, bien que peu bavard. Il nous arrivait de parler de légendes urbaines, vu qu'il en connaissait un rayon. Mais la plupart n'étaient pas effrayantes. Enfin, je vous avais tout de même parlé de la Tarascou, il me semble. Cette fois, il voulait me parler d'une histoire un peu plus sérieuse. Quelque chose dont on ne parlait pas trop. Il s'agissait de la maison close au bord du lac. Suite à un incendie il y a longtemps, la bâtisse qui tenait à peine debout avait été fermée. Mais je crois que certains jeunes y font parfois de l'urbex. Pietro, lui, l'avait connue à l'époque où elle était encore fonctionnelle. On se doutait bien que certains habitants du village s'y rendaient, mais le sujet était en ce temps soit tabou, soit source de plaisanterie. Un jour, le frère jumeau de Pietro, appelons V, lui a dit qu'il s'y était rendu, que ce qu'il y avait vécu était absolument magique, et que Pietro devait absolument l'accompagner le soir suivant. V était un original, et Pietro, un peu plus froussard, acceptait rarement de le suivre dans ses sottises. Cette fois pourtant, motivé par des intérêts personnels, il avait accepté. S'il pouvait être vu se rendant là-bas, cela pouvait bien dissiper quelques rumeurs, pourtant bien fondées à son sujet. Le soir suivant, il était donc devant la porte de cette grande maison, à la peinture écaillée, au volet dont le bois avait pourri et dont les alentours étaient envahis par les mauvaises herbes. Rien de vraiment étrange, mais l'atmosphère était pesante. Oui, l'air était si lourd qu'il leur pesait sur les épaules et leur assaillait la gorge. Pietro avait voulu mettre ça sur le compte du stress. À l'intérieur, le hall était vide, à l'exception d'un couloir en bois verni, et intégralement recouvert de velours rouge. Celui-ci était taché, et la pièce sentait extrêmement mauvais, comme une odeur de moisissure ou de viande pourrie. Le comptoir détonnait un peu avec le reste. L'air, lui, s'était encore un peu plus épaissi. Un rire féminin avait résonné, et V avait souri, avant de se précipiter vers une porte. Il semblait avoir reconnu la voix. Pietro s'était alors trouvé seul dans la pièce, ne sachant que faire, et se sentant un peu con. Il s'était alors dirigé vers le couloir en face de lui, et s'était retrouvé face à une porte entr'ouverte. Ensuite, tout était un peu flou. Pietro se souvenait d'avoir perdu connaissance, puis s'être réveillé en sentant un puissant orgasme. Et cela s'était répété une fois, 2 fois, 10 peut-être. La puanteur était toujours plus intense, tandis que le plaisir se déculpait sans cesse. Il ne savait s'il était allongé, debout, assis. La seule certitude qu'il avait, malgré l'obscurité, était que des dizaines d'hommes arpentaient son corps. Quand il avait repris connaissance, il était de nouveau hors de la maison, debout dans l'herbe. Il ne comprenait rien à ce qui venait de se produire. Effrayé par ce qu'il avait vécu, Pietro avait décidé de ne jamais y retourner, bien que chaque nuit, les souvenirs de cette soirée se manifestaient agréablement dans ses rêves. V continuait d'y retourner chaque soir ou presque, et à mesure que les semaines se succédaient, sa santé mentale semblait se détériorer. Cela avait commencé par des absences, puis très vite, des crises de démence avaient fait leur apparition. Il entrait dans une fureur telle qu'il cassait des objets et hurlait sur tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Il disait qu'il avait besoin de voir la déesse qu'il attendait dans la maison close, et que le manque le rendait fou. Un jour, dans une crise particulièrement violente, il avait tranché son pénis. Hospitalisé à un moment, il n'a pas pu retourner au bordel, et sa fureur avait laissé place à la léthargie. Il n'a plus jamais prononcé un mot. Les années ont passé. Pietro travaillait en tant que menuisier et veillait sur son frère très malade, ne pensant plus à cette maison qu'il ne considérait pas comme réel responsable de la folie de son frère. Un jour, cependant, un homme avait affirmé une chose incroyable. La femme du maire n'était pas morte le mois dernier,
comme tout le monde le croyait. Il criait haut et fort qu'elle avait été son amante et que, désormais, c'était une prostituée de la maison close du village. Certains disaient que c'était une aberration, tandis que d'autres ricanaient en disant qu'ils iraient bien vérifier par eux-mêmes. Le fanfaron avait été diagnostiqué schizophrène peu de temps après, et les habitants du village avaient cessé de donner du crédit à ses paroles. Le maire s'était pendu la nuit suivante, et des commères avaient affirmé l'avoir vu se rendre à la maison close. Peut-être que c'était vrai, et qu'il n'a pas supporté d'y trouver sa femme, ou bien il était déçu qu'elle soit vraiment morte. Le même jour, V avait fui la maison pendant que Pietro faisait une sieste. On avait retrouvé son corps après avoir éteint l'incendie qui s'était répandu dans la maison close. Vengeance contre ce qu'il pensait être à l'origine de ses problèmes dans un état de semi-lucidité ou suicide désespéré. Pietro, après avoir fait son deuil, avait enfoui ces événements troublants dans un coin de sa mémoire. Et les autres villageois en avaient fait de même. Le bâtiment avait simplement été abandonné. Même si pour moi c'était des sottises, j'ai eu la curiosité de me rendre sur place. Après tout, j'habitais ici depuis des années, et je n'avais jamais été voir la seule attraction un peu glauque du coin. J'avais décidé d'y aller la nuit, afin de bien me mettre dans l'ambiance. J'avais prévu de vous prendre des photos pour en faire un topic. Mais la première chose qui m'a saisi quand j'ai été à moins de 500 mètres, c'est l'odeur qui m'a enveloppé, et l'épaisseur de l'air. C'était comme Pietro me l'avait raconté. Persuadé que mon esprit me jouait un tour, je suis entré. L'intérieur était différent de ce qu'il m'avait décrit cependant. Tout était carbonisé, et il me semblait que toute la structure menaçait de s'écrouler. Ce qui s'est passé ensuite, je ne peux vous le raconter. Je ne me souviens pas vraiment de la chronologie des événements, et je pense que vous êtes en mesure d'imaginer l'essentiel. C'était effrayant, et en même temps, complètement addictif. C'était comme si une drogue parcourait mes veines. Je pouvais déjà sentir le manque arriver, malgré une puissante envie, de vomir tout ce que contenait mon estomac. Comme Pietro, je me suis retrouvé dans l'herbe, alors que le soleil se levait. J'ai essayé de retourner à l'intérieur de la maison, je voulais comprendre. Je me suis déchaîné sur la porte un long moment, mais impossible de l'ouvrir. Comment ce vieux bout de bois brûlé pouvait-il tant me résister? Je n'aurais pas dû jouer à ça. Depuis, je ne cesse d'y penser, partagé entre l'envie incontrôlable d'y retourner et la terreur. J'y pense constamment, dans mes rêves surtout. Je prends des médicaments pour anéantir ma libido et des anxiolytiques. Ça m'aide un peu pour ne pas craquer et y retourner. Mais je reste hanté, complètement possédé par cette maison qui m'appelle sans cesse. J'envisage même de déménager. Je n'ai pas pu reparler à Pietro depuis qu'il m'a raconté cette histoire. J'ai appris son décès en rentrant chez moi après cette excursion maudite. Prenez-moi pour un fou si vous le voulez, mais si jamais quelqu'un d'ici a déjà eu affaire à des lieux comme celui-ci, contactez-moi en privé. Je sais bien que vous n'oserez sans doute pas prendre la parole en public. J'ai lu sur internet des histoires concernant des emplacements semblables. Il semblerait qu'ils soient comme des passerelles pour les démons voulant corrompre les humains. Mais je ne sais pas quoi en penser. Et impossible de retrouver les auteurs de ces articles.